Salut à tous. Salut. Bon, pronostic, analyse de Cyril Gane contre Francis Ngannou qui aura lieu à l'UFC 270 dans la nuit du 22 au 23 janvier au Honda Center à Anaheim. J'ai toujours rêvé de dire ce mot-là, Anaheim, je trouve ça trop stylé. Pour le titre des poids lourds. Donc on a d'un côté un Cyril Gane qui a le titre intérimaire qu'il a gagné contre Derek Lewis par KO. Et de l'autre côté, nous avons Francis Ngannou qui lui a le titre, le vrai titre que justement Cyril Gane va essayer d'aller chercher. Et Ngannou va chercher à défendre, qu'il a gagné contre Stipe Miocic pour leur deuxième combat, leur deuxième affrontement. Donc lui aussi par KO au deuxième round. Donc avec un Francis Ngannou qui s'est réinventé pour l'occasion. Donc voilà, ça va être un combat très excitant, qu'on a hâte de voir, déjà qu'on avait hâte d'analyser et de pronostiquer déjà dans un premier temps, qui est plein d'interrogations, ce combat, plein d'interrogations, et donc on a hâte de le voir, et j'espère que vous avez la même envie que nous de le voir, parce que franchement, ça fait partie des plus gros combats là, qui va avoir lieu, enfin en tout cas c'est l'un des plus gros combats poids lourds qui n'a jamais eu lieu à l'UFC quoi. Bah, même les Américains parlent du plus gros combat de tous les temps chez les lourds. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que c'est deux Français qui s'affrontent, quoi. C'est ça. C'est vrai, en plus, c'est une belle revanche. Et on a un peu Ali contre Foreman. Là. Ouais, c'est vrai en plus. Le technicien contre le puncher. Donc ça va être pas mal. On verra ce que ça donnera. Est-ce que l'histoire va se répéter ou pas, quoi. C'est vraiment ça. Est-ce que Ali va gagner ou est-ce que c'est Foreman? Bon, sachant qu'ils se sont affrontés plusieurs fois et que ça a été l'un l'autre, mais bon. En tout cas, voilà. Donc, comment ils se sont affrontés plusieurs fois? Tu confonds pas avec Frazier? Avec Frazier, oui. Bah oui, oui. C'est ça. Avec Frazier. Bah oui. Avec Frazier. Bon, la boxe anglaise, c'est pas ton truc, hein, mais c'est pas grave. Continue. Si, ça l'est, mais c'est juste que, voilà, ça Foreman, Frazier. C'est pareil. En plus, c'est quoi? J'ai revu le film Ali il y a une semaine. Je te jure, j'ai bugué, mais j'ai revu le film Ali il y a une semaine. Bref, passons. C'est pas grave, on n'est pas là pour parler pour ça. On est là pour parler d'UFC, messieurs. Et là, par contre, on sait de qui on parle. Donc, Ngannou, 1m93. Les deux font la même taille, de toute façon. Ils font tous les deux 1m93, donc déjà, voilà. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. J'ai 1m95 sur Cyril. Ah bah écoute, moi, sur la fiche UFC, il y a marqué 1m93 pour les deux. Ouais, c'était sur Shardog. Tu vois, comme d'hab, quoi. D'un site à l'autre, ça change. Ils se tassent ou ils grandissent. Par contre, là où il y a un petit changement, c'est sur l'allonge. Donc, on a 2m10,8 d'allonge donc pour Ngannou. Et on a 205,7 cm pour Gane. Donc, 5 cm d'allonge entre les deux. Ce qui, en soi, n'est pas non plus extraordinaire, quoi. C'est pas ça qui fait une grosse différence. J'ai pas du tout les mêmes non plus. Sérieux? T'as quoi? Ouais. J'ai 2m11 pour les deux. D'accord. Donc toi, t'as la même allonge. T'es sûr Sherdog, il se fait pas pris la tête. Non, je suis pas sur ça, c'est pas sur Sherdog. C'est sur UFC Stats. Mais il me semblait que quand on avait fait l'analyse de Gane-Volkov, ouais. Justement, Gane avait plus d'allonge que Volkov. Donc ça m'étonne qu'il soit 2m5 comme tu dis. Bah écoute, moi tu sais, quand je fais le Tale of the Tape, en fait ce que je fais c'est que je tape UFC, boum, il me sort les cartes de l'UFC. Quand tu cliques sur le combat, tu as les tailles et l'allonge. T'as le poids, taille, allonge, âge. Donc je me suis basé là-dessus. Bref. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ça soit 2,11 pour les deux ou que ce soit 2,11 et 2,5, enfin et 2,6, c'est pas ça qui va changer la donne dans ce combat. Ils ont à peu près le même gabarit, en tout cas en termes d'allonge et de taille. Ouais. Excusez-moi, je vais beaucoup tousser pendant ce podcast, mais voilà, je m'en excuse d'avance. Là où ça diffère, c'est sur les victoires et les défaites. Donc, on a un peu plus de combats côté Ngannou, donc 16 victoires, dont 12 par KO et 4 par soumission, et 3 défaites par décision. Donc, c'est important, c'est qu'il n'a jamais été soumis, il n'a jamais été mis KO. Et de l'autre côté, on a un Cyril Gane qui lui a 10 victoires pour 0 défaite, 4 KO, 3 soumissions et 3 décisions. Donc plutôt partagé. On sent qu'il est à l'aise, quelle que soit la possibilité, que ce soit pour finir par KO, que ce soit pour soumettre, ou que ce soit pour aller au bout d'un combat. On l'a vu, que ce soit en 3 ou en 5 rounds, il est capable d'y aller avec une grande rigueur. Donc voilà. Bon, je pense qu'on peut... Ouais, le poids, on parle du poids vite fait, parce qu'il me semble que Ngannou a perdu du poids pour ce combat. Normalement, Ngannou, il tourne à 119 environ, et Gane 112.
Leur dernière pesée, c'était ça. Ouais. Sauf que là, apparemment, Gane aurait pris du poids pour ce combat. Oui. Oui, il a pris du volume musculaire, ouais. Et Ngannou aurait perdu du poids. C'est ce Donc qui je se pense qu'il dit, serait mais c'est ce qui se dit sur des potentiellement au même photos. poids. Ouais, c'est ce qui se dit sur des photos en fait. Sur la base de photos. Enfin, y a pas, moi, justement, je voulais chercher des trucs là-dessus, j'ai rien trouvé de Ouais, spécial. ouais. Mais effectivement, il y a même certaines personnes qui disent que le fait de perdre du poids pour Ngannou, c'est pas forcément une bonne chose, puisqu'il perdrait aussi son avantage de puissance. Quand on sait qu'un Gane est aussi. Enfin, les deux sont très athlétiques, très, très puissants. Donc Ouais, ce rapport de force, on l'a vu avec Miocic. Le rapport avec le poids, c'est vraiment quelque chose qui peut être déterminant dans un combat. complètement. Donc, à voir. De toute façon, on sera fixé le jour de la pesée. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est vrai qu'Ngannou est très, très, très affûté. Tu le vois là sur ses vidéos d'entraînement, il est très affûté. Ça, pour le coup, autant quand il était reparti en Afrique, là, tu sais, pour faire la tournée du pays, enfin du continent, il avait pris du poids. On sentait qu'il était même limite un peu, bon, entre toute proportion gardée, mais grassouillet. Mais là, il est affûté à la mort. Pardon. Donc, Ouais, commençons, comme d'habitude, par la boxe. Et honneur au champion, comme d'habitude, si ça te va. ouais, ouais, ça me va. Donc, bon, ce n'est un secret pour personne. Pour Ngannou, la préférence, elle va à la boxe anglaise. D'accord. Il envoie, enfin, voilà, tous ces KO qu'il a mis, c'est avec ses poings, jamais avec ses jambes. Même s'il commence à envoyer ses jambes depuis quelques combats, bah, surtout depuis le premier combat avec Miocic, où là, il a commencé à sortir les jambes. Et force est de constater qu'il devient de plus en plus efficace quand même avec ses jambes. Parce qu'on Ouais. l'a vu toucher, de beaux low kicks, un high kick face à Miocic. Et là, je voyais là sur les dernières vidéos justement d'entraînement où tu vois que quand il envoie ses enchaînements pieds-points, notamment il y avait c'était sur la dernière où il travaillait son cardio, il faisait un direct crochet du bras avant avec sa jambe arrière qui sortait et c'était propre. Enfin, techniquement, c'était propre, c'était fluide. Donc, il sort ses jambes de mieux en mieux. Et pour ça, il faut qu'il abandonne en C'était, fait. excuse-moi, c'était au pas d'ours que tu voyais ça? Ouais, c'était au pas d'ours, ouais. Oui, oui, c'est Ouais, toujours, c'est toujours ok. bien de briller au pas d'ours, c'était pas sur un sparring. Mais Ouais, ouais, parce que de mon souvenir, il a toujours été plus ou moins propre. On le voyait, les séquences avec Fernand, tu ouais, vois, c'était propre. Après, en combat, bon, ça marche, tu vois, il touche, il se fait rarement contrer. En fait, il envoie ses kicks au bon moment, mais oui, techniquement, c'est pas ouf. Tu vois, au niveau du mouvement pur, c'est pas ouf. non. Mais bon, c'est un mec tellement lourd, tellement puissant que peu importe la technique, s'il te touche, il te fait mal. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il peut pas être propre dans ses frappes de jambes, puisque ça va pas avec sa posture, avec sa garde. Il a une garde de boxe anglaise, donc il est très bas, les appuis très écartés, très bas sur ses appuis, donc forcément, pour libérer une jambe, c'est très compliqué. Donc il va devoir oublier un petit peu sa garde anglaise s'il veut envoyer des jambes. Et de toute façon, à mon sens, il va devoir oublier un petit peu sa garde anglaise parce que sa jambe avant, elle est beaucoup trop exposée. On l'avait vu Ouais. avec le combat contre Miocic 1. Moins dans le combat contre Miocic 2, bon ça on en parlera un petit peu, mais c'est vrai que Miocic n'était pas du tout dedans, on verra ça après. Mais en tout cas voilà. Et il faut voir aussi que le petit truc, c'est que par contre quand il envoie une jambe, il l'envoie toujours avec sa jambe arrière. Alors que ce Ouais. soit avec un low kick, justement avec sa jambe arrière, il est en garde de droitier, il va envoyer donc sa jambe droite avec son low kick. Mais même s'il veut attaquer avec sa jambe gauche, il va changer de garde. D'ailleurs, ça se voit, hein. Il y a même un moment dans le combat contre Miocic 2 où il change de garde, il veut envoyer, mais il s'arrête dans son mouvement, il se dit non, il revient dans sa garde initiale. La seule frappe que je l'ai vu mettre avec sa jambe avant, c'est un front kick qui n'a même pas touché sa cible, justement dans ce combat contre Miocic. C'est la seule Ouais. fois où il est venu, Le il a front voulu kick pousser. au visage? Ouais, il a. Non? Non, enfin, je sais plus si c'était au visage ou pas. De toute façon, ça, c'était nulle part puisqu'il a pas touché. Donc il a juste envoyé son front kick pour envoyer son front kick. Par contre, il a envoyé un beau high kick, comme on disait tout à l'heure, face à Miocic, qui a touché mais qui n'a pas ébranlé. Du bout des orteils. Du bout des Il le orteils. prend, mais du bout des orteils. Ouais. Ouais. Après, il y a une chose qui s'avère vraie dans de nombreux cas, même si c'est pas toujours le cas, bien sûr, hein, toute règle a une exception, entre guillemets. Mais en général, quand on est un puncher, on peut pas être puncher du bas et du haut. Soit on est puncher en haut, soit on est puncher en bas, mais rarement des deux. Donc effectivement, les jambes de Francis Ngannou doivent faire excessivement mal, et j'aimerais pas me prendre un de ses low kicks, parce qu'il a des cuisses et des poteaux.
mais je ne suis pas sûr qu'il soit en capacité, d'une part, de saper un adversaire avec ses low kicks au point de l'empêcher de se déplacer, comme ça a été le cas de Volkov contre Gane, où là on a vu qu'il y avait un vrai travail de sap et on voyait la jambe de Gane qui était marquée. Et pareil pour un high kick, enfin, de toute façon, il a pas les aptitudes physiques pour mettre KO avec sa jambe. Ça sera pas assez percutant. En fait, ça va être lourd. La jambe, elle va être lourde. Donc elle va peser, elle va frapper, ça va claquer, mais il n'y a pas ce côté électrisant d'une frappe d'un mec qui maîtrise justement les frappes de jambes, quoi. Un Adesanya ou quelque chose comme ça, où tu la vois monter, elle est tellement relâchée que le KO il vient. Là, c'est une jambe qui part, en général, quand on regarde bien, sa jambe elle part limite droite, enfin tu sais, déjà tendue. Ouais, c'est raide. Donc c'est pour ça que je suis pas comment dire, craintif de son jeu de jambes, entre guillemets. En plus de ça, j'ai du mal à voir Cyril Gane se faire toucher et accepter de se faire toucher par les jambes d'Ngannou. Il est très, très mobile, donc il se fera pas toucher facilement. Il y en a qui ont remonté le problème justement, qui a dit qu'il avait pris beaucoup de low kick face à Volkov, par exemple. Il en a pris un face à Rozenstruik, enfin un ou deux, tu vois. Après c'est un kickboxer. Il en a pris face à Volkov, c'est pareil, c'est un mec qui maîtrise jambe avant, jambe arrière, il a de la longe, donc même si tu veux désengager, la jambe est tellement grande que tu peux la prendre. Enfin, on peut pas comparer. Et puis c'est son jeu. Exactement. Volkov, c'est son jeu. C'est ça. Donc on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc voilà, c'est pour moi en tout cas les jambes d'Ngannou, ça sera pas un danger en tout cas. Ensuite, si on revient sur son anglaise, à mon sens, il a étoffé son jeu. Il a étoffé son jeu en calmant son jeu. Avant, il cherchait essentiellement l'ouverture avec, par exemple, tu sais, il faisait un enchaînement de 2 coups. Il allait mettre un crochet ou un direct pour que l'adversaire décale la tête ou baisse la tête et il envoyait son uppercut. En gros, il essayait d'amener l'adversaire à défendre sur son point fort, son point arrière, pour pouvoir mettre le KO. Donc soit il renvoyait un crochet, soit il envoyait un uppercut. Mais en tout cas, voilà, c'était que des petits enchaînements comme ça, où il explosait. En fait, c'était très explosif, que ça soit vers l'avant ou vers l'arrière, parce que vers l'arrière, quand on venait sur lui, il reculait d'un coup, il envoyait un large crochet de son bras avant, pour justement venir toucher la pointe du menton. Il sait qu'il a de la longe, il sait qu'il est véloce, donc ça marchait très bien pour lui. Mais néanmoins, le fait d'envoyer toujours des coups lourds comme ça, des enchaînements de 2 coups lourds comme ça fatiguait énormément. Donc, on a vu, il y a que certains moments où à l'époque, il envoyait beaucoup plus de frappes, c'est quand il rushait sur son adversaire. Tu sais, par exemple, contre Rozenstruik ou n'importe qui, dès qu'il commençait à sentir que l'odeur du sang, entre guillemets, il venait et il commençait à avancer et à envoyer toutes ses frappes au détriment de sa posture et de sa garde. Toujours le menton à la fenêtre, des grands coups de battoir, les bras très écartés. Et donc, un risque qui finalement n'en était pas un, parce que les gens avaient tellement peur de prendre le KO qu'ils ne rentraient pas dans le contre. Donc forcément, t'as ce côté, t'as cette aura, on en parle sur certains combattants, t'as cette aura chez Ngannou animal, tu sais, violent, qui fait que ça peut complètement inhiber ta boxe. Et même si t'es un très bon boxeur, tu peux très bien oublier ta boxe et tomber KO, tu sais, sans avoir les bons réflexes que tu aurais eu en temps normal. Par exemple, Overeem, tu vois, face à lui. Ouais. Overeem, t'oses pas boxer. Mais c'est ça. En fait, t'as pas envie d'être là. Ouais, d'ailleurs, on l'a vu, Overeem, il a cherché tout de suite à rentrer au contact. Il a envoyé un large crochet et il a cherché tout de suite à rentrer en contact. Donc c'était pas du tout un jeu où il est resté à distance, où il aurait pu développer sa boxe. Non, il a cherché en fait le corps à corps tout de suite, en pensant être la bonne solution. Mais bon, ça n'a pas été le cas, puisqu'il a pris le plus beau KO que Ngannou a mis, c'est face à lui, c'est face à Overeem. Donc jusqu'à de tête. Oh, je crois même qu'il lui a cassé une dent, non? Il n'y a pas une dent qui a sauté? Non, c'est pas dans ce combat, je crois. C'est pas dans ce combat, parce que je crois qu'il y avait une dent qui avait sauté. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, pour finir maintenant, enfin... et à l'époque aussi, oui, un petit détail, les coups, il les envoyait essentiellement à la tête. Ouais. Il n'y avait pas de variation de niveau. C'était toujours à la tête. Depuis Miocic 2, il est devenu beaucoup plus patient.
dans sa boxe. Et il est beaucoup plus discipliné, avec des enchaînements plus longs, en général 3 coups. Où là, il Les a... 3 coups, c'est beaucoup en MMA. Bien Surtout sûr, chez les lourds. Hein. bien sûr. Les lourds, en général, c'est une frappe puissante. Ouais. Donc un enchaînement de 3 coups, c'est quand même assez poussé pour un poids lourd. Oui, on sent qu'il a eu vraiment à cœur de travailler en fait différemment. Et d'ailleurs, il envoie beaucoup plus de coups en direct, beaucoup plus son jab, Ouais. par exemple. Donc, bah, un coup qui ressortait beaucoup face à Miocic dans le deuxième combat, il envoyait le jab, il doublait son jab pour envoyer son cross, pour envoyer sa droite. Donc il envoyait souvent un jab à la tête, un jab au corps et il remontait à la tête. Donc c'est Ouais, des ou enchaînements qui l'inverse. sont ou l'inverse. C'est des enchaînements qui sont ultra basiques, mais qui fonctionnent bien. La preuve, c'est qu'il a quand même touché Miocic avec son point arrière régulièrement. Et il s'est mis aussi à shifter aussi dans ses attaques. Ouais. Donc D'ailleurs, le knockdown qu'il lui met au deuxième round, c'est grâce c'est à ça. magnifique. Exactement. Il avance, il shift, donc son bras arrière, son bras avant devient son bras arrière, et il l'envoie en direct en avançant. Exactement. Et Ce qui maximise la puissance de son jab, puisqu'il devient bras arrière. Et donc voilà, il le met knockdown. Et après, par contre, il revient dans ses travers une fois qu'il a touché, où il fonce justement et rush sur son adversaire. Il prend un mauvais coup, parce qu'il a le menton à la fenêtre une nouvelle fois. Donc ça veut dire qu'il a toujours pas corrigé ça, quand même. Il est plus patient, mais il a quand même ce truc où, à la vue du Et sang, il le prend, il hein. s'emporte. Et il le prend. Il le prend, le coup, il est sonné. Hein. Il a un petit pas de... Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Mais par contre, encore une fois, ce qu'il fait très bien, c'est que dans le reculoir, quand l'autre avance, il envoie son crochet large qui met fin au combat, en fait. Ouais, bah après, parce que Stipe aussi a fait l'erreur. Sur le coup, après, c'est Stipe qui s'est jeté. C'est lui qui s'est jeté, effectivement. Mais parce que Stipe, bon, on peut en parler à ce moment-là, parce que on a presque fait le tour d'Ngannou sur la boxe. Mais dans ce deuxième combat, toi comme moi, à force de le revoir, honnêtement, je l'ai revu 5 ou 6 fois ce combat. En plus, il est pas très long, donc c'est pas très compliqué. Miocic, on pense qu'il a laissé des cartouches mentales dans le premier combat. C'est-à-dire qu'il avait pas envie d'être là. Il n'avait pas du tout envie d'être là. Il était dans la demi-mesure. En fait, je pense que à partir du premier sprawl d'Ngannou, il s'est dit c'est bon, si j'ai plus ça, je suis mort. Et donc il s'est complètement, il était spectateur de son combat. Et d'ailleurs, on le voit hein, à la fin du premier round, quand il retourne à sa chaise, il fait non de la tête. Il est dégoûté de ce qu'il fait parce qu'en fait, il n'arrive à rien. Il arrive à rien, mais c'est pas qu'il arrive à rien parce que Ngannou lui appose une technique qu'il aurait du mal à contrer. Parce que vu son niveau en boxe, il aurait très bien pu, un enchaînement basique, gauche-gauche-droite. Enfin, tu vois, c'est Comme simple, on l'a vu quoi. dans le premier combat. C'est la base. Hein. Donc, Mais même les esquives, enfin dans le premier combat, il avait tout un jeu d'esquives rotatives d'anglaises, etc. Il a rien fait là sur le deuxième combat. il a rien C'était fait. un sac de frappe. Ouais, et donc je pense que c'est pas Ngannou qui lui a posé un problème, mais c'est Miocic lui-même qui s'est posé un problème. Il est arrivé, il n'était pas du tout dans son combat. En fait, quand on l'avait vu la première fois, toi comme moi, on avait été super impressionnés par la performance d'Ngannou. Et ça veut pas dire qu'on ne l'est pas encore, hein. Mais tu sais, dans le sens où on s'est dit, voilà, il s'est réinventé, il est patient, tout le monde le disait, un Francis patient, c'est un Francis qui fait encore plus peur. Mais en fait, un Francis patient, pour moi, c'est pas quelqu'un qui m'impressionne. Il n'a pas ce côté. Il y a des choses qu'il fait bien qu'il a améliorées, qui sont très bien, c'est-à-dire qu'il coupe les angles. Aujourd'hui, tu sais, avant, il avançait en ligne droite. Maintenant, il vient fermer les portes. On le voit sur le premier combat justement avec Stipe, Ouais, où il le suit en fait. c'est Plutôt ça. que de couper les angles, il le suit. Ce qui permet à Stipe de sortir à chaque fois de ses avancées. Là, c'était plus possible sur le deuxième combat. C'est ça. Là, il est en mode prédateur. C'est-à-dire que vraiment, il est là, il ferme les portes au fur et à mesure pour venir ensuite imposer sa boxe et envoyer même. C'est là où il envoie ses jambes aussi pour essayer de fermer les portes. On le sait très bien. Quand l'adversaire part sur sa droite, donc sur ma gauche, en général, si je suis en garde gaucher, je vais envoyer une jambe avant ou un crochet. Et ce qui est pas mal quand il part de l'autre côté, c'est d'envoyer un low kick. En fait, quand il prend son appui, l'envoyer sur sa jambe forte avec la jambe droite, envoyer le low kick fort sur la jambe, ça permet de maximiser la puissance du low kick et d'augmenter la capacité à saper la jambe de l'adversaire. Donc ça, il essaye de le faire, même si force est de constater que quand il envoie sa jambe, Miocic arrive à sortir assez facilement, à se déplacer, à sortir assez facilement, parce que justement la jambe n'est pas rapide. Et puis surtout, il avance, il rush pour envoyer son low kick.
Enfin, tu vois, il fait un grand pas d'avancée pour envoyer le low kick et ça se voit. Donc, il est sorti de l'autre côté. La porte, il a fermé une porte d'un côté, mais il a laissé la fenêtre ouverte de l'autre côté et Miocic, il s'est barré. Donc voilà. Mais force est de constater en tout cas qu'il s'est amélioré. Mais pour moi, voilà, je le dis, je le répète, je suis pas sûr que un Francis attentiste comme ça, d'accord, face à un Gane, ça soit quelque chose qui soit vraiment pertinent dans l'approche, dans le combat. Je pense que le côté justement qui fait peur, c'est peut-être quelque chose, cet ascendant psychologique, c'est quelque chose qu'il devra essayer de mettre en place. On verra ça dans les game plans tout à l'heure, mais en tout cas, voilà. Là, s'il fait comme face à Miocic, un Miocic aurait pu beaucoup mieux gérer le combat face à Ngannou. Je pense que c'est pour ça qu'il veut le troisième. Parce que je pense qu'en revoyant les images, il s'est dit, mais en fait, il y a plein d'ouvertures, il y a plein de portes. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Après, je pense que dès le début, il s'est foiré, Stipe. C'est-à-dire que même dans sa prépa, il s'était foiré. L'idée de perdre du poids pour essayer de virevolter et tout, c'était pas la bonne solution. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Écoute, au niveau de sa défense, il se défend plutôt bien. Il a une bonne défense. Il se fait pas trop toucher, à part quand il se jette. Mais parce qu'il a une longue distance. Donc c'est assez Oui. dur de le toucher, Ngannou. Il est très explosif. Franchement, il a un super coup d'œil sur ses coups, sur ses contres. Il a Oui. un très bon coup d'œil et une grosse vitesse de bras. Il est très précis. Il est très précis sur ses frappes. Il fait mouche En fait, tu le très vois régulièrement. sur les vidéos. Il a tout le temps, sur les ralentis, il a tout le temps les yeux ouverts, tu vois. Ouais, C'est-à-dire qu'il va jamais. Il sait exactement où il veut viser. Et même en plein échange, il a les yeux fixés sur sa cible. c'est clair. C'est clair. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et puis, tu sens qu'il a bien travaillé sa gamme, de toute façon. Tu sais, il sait comment réagit n'importe quel boxeur professionnel, entre guillemets, que ce soit enfin combattant de MMA professionnel. Et donc, il capitalise là-dessus, quoi. C'est vraiment voilà, il sait que s'il envoie ce crochet-là, la personne, elle va pas le bloquer. En fait, le truc, c'est que, aussi, ce qui fait sa force, c'est que tu vas pas chercher à bloquer ses frappes. Tu vas chercher à les esquiver. Et donc, il capitalise sur le fait que les gens vont chercher forcément à esquiver la frappe pour pouvoir envoyer, en fait, venir piéger et contrer sur l'esquive. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est ce que j'ai noté. En fait, il a pas un jeu de feinte ultra développé, mais en fait, la crainte qu'il inspire aux autres fait qu'il n'a pas besoin d'énormément de feintes. C'est À ça. chacun de ses mouvements, les mecs sont en panique. Oui, alors que si tu gardes ta lucidité et que tu rentres dans les frappes, comme ça a été le cas pour Miocic dans le premier combat, que tu fais des contres synchrones, donc ou c'est contre synchrone, c'est-à-dire que tu attends que la frappe vienne pour rentrer dedans. Tu ne la laisses pas Mm. passer pour contrer, tu rentres dans la frappe. Si tu arrives à trouver ce timing-là face à Francis, tu as les clés d'une victoire pour le combat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. Après, c'est un jeu risqué, hein, parce que tu te fais toucher une fois. De toute façon, contre Francis, tout ce que tu vas faire, c'est risqué. Faut Oui, partir de ce principe-là. Même une stratégie de lutte, c'est risqué. Il peut te choper au moment où tu rentres. Donc, il n'y a pas vraiment de solution sans risque contre un puncher comme ça. c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah moi, écoute, je pense avoir fait le tour sur lui. Qu'est-ce que tu as à dire de plus? Ouais, non. Moi aussi. Alors, passons à Monsieur Cyril Gane. Cyril Gane, il y a aussi des choses à dire, hein, parce que cet homme est exceptionnel niveau striking. On n'a jamais vu ça chez les lourds, vraiment. Donc déjà, peut-on encore parler d'un style Muay Thai? Non. Non. Il a jamais vraiment eu de style Muay Bah, Thai. après, pour moi, voilà, déjà, c'est ce qu'on disait. Pour moi, il a jamais eu de style Muay Thai. C'est-à-dire que même quand je regarde son combat contre Bouganem, il a pas un style Muay Thai. C'est plus du kick. Alors, bien sûr que c'est Muay Thai parce qu'il envoie les coudes, les genoux, etc. Mais dans ses déplacements, etc., c'est déjà plus du kick, tu vois. Ouais, c'est même plus que ça. Enfin, Limite karaté, tu vois. Je sais pas, c'est un ouais, mix. c'est un mix. Et en fait, il a fait à sa sauce. il a fait, voilà, c'est ce que j'ai marqué. Gann a créé son propre style. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand il est à distance, il va avoir des sautillements karatéka un petit peu ou boxe américaine. Tu sais, plus que le Ouais, kickboxing, plutôt boxe américaine ouais, ouais. où il est à distance et un peu comme un Stephen Thompson, tu vois. Exactement, ouais. Et sinon, quand il rentre en contact, là, il va rentrer vraiment en full Muay Thai avec du clinch, avec des coudes, avec des genoux. Et vraiment,
Pardon, le scorbut et c'est pas bon pour la santé, le scorbut. Ni la peste la peste bucolique. J'aime bien ce nom de peste bucolique. Mais ouais, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le podcast, hein, on est désolé. Mais donc effectivement, comment dire, quand il est au contact, il a vraiment les techniques pures Muay Thai. C'est-à-dire que même quand il envoie les genoux, il les envoie façon Muay Thai, en engageant bien la hanche, en piquant bien avec le genou et tout ça. Donc pour le coup, c'est pas des genoux façon Kyokushinkai ou quoi que ce soit. Non, il est vraiment dans un style pur Muay Thai. Donc il a créé son propre style. Il a vraiment pris toutes les armes de toutes les disciplines de striking et il s'est approprié ce qui lui allait. C'est ça. Et comme il sait tout faire, bah c'est facile. C'est facile parce que il est à l'aise. Bon, on va commencer d'abord par sa posture. Donc déjà, il est relâché. Il est dans le sautillement. Dans le sautillement sur 5 rounds. Pour un mec qui fait plus de 110 kilos, c'est quelque chose, enfin c'est une performance quand même. Donc et on voit qu'il sautille du début à la fin. Donc on disait qu'il était de côté, comme un karatéka ou comme un boxeur de boxe américaine un petit peu. Il change de garde régulièrement, même s'il est plus souvent avec la droite devant. En fait, il choisit volontairement d'avoir son point fort, parce qu'il est droitier, hein, d'avoir son point fort devant, comme le fait un Jérôme Le Banner par exemple, pour justement maximiser son pouvoir de dégâts avec son jab. Donc, surtout qu'en faisant ça, en mettant ça, parce que sur les punchers qu'il a affrontés, les Lewis, etc., c'était des droitiers, donc le danger vient de la main droite. Ouais. Le danger sur ton jab quand tu es en garde traditionnelle, c'est qu'en envoyant son jab, il suffit que, par exemple, Lewis penche sa tête sur le côté pour envoyer un overhand, il le prend, tu vois. C'est ça, bonne nuit. Alors que là, en droitier, il envoie sa droite, il peut avoir sa main gauche au visage, si le crochet passe à ce moment-là, il a sa protection. Mais c'est ça, et puis on verra en plus que tout à l'heure, dans son positionnement face à l'adversaire, déjà il minimise encore ce risque. Ensuite, on peut parler de sa distance et du rythme qu'il impose. C'est lui qui mène la danse. Pour le coup, c'est un grand danseur, on l'a vu sur les vidéos, il danse la salsa comme personne. Mais pour le coup, même dans la cage, c'est pareil. Il impose le rythme, c'est lui qui est dominant, qui donne le tempo du combat. D'ailleurs, un truc que j'ai vu là qu'il a commencé à faire dans ses derniers combats, donc face à Volkov, mais surtout face à Lewis, quand il sent que le danger est un peu trop présent, il vient et il fait un énorme step en arrière. Regardez bien, c'est génial ce truc-là. Il lève sa jambe arrière et il fait un espèce d'énorme pas chassé, ce qui lui permet de reculer, de prendre beaucoup de distance par rapport à l'adversaire et d'ensuite venir sortir à droite ou à gauche ou changer de garde. Enfin, vraiment sortir de l'axe de l'adversaire. Et ça, en fait, c'est très intelligent de faire ça. En fait, voilà, le Fight IQ de Cyril Gane, il est plus approuvé. Mais ça, c'est très intelligent de faire ça parce qu'il gagne un gros temps d'avance sur son adversaire qui, même s'il le suit, en fait, ne pourra pas venir le prendre en bout de course. En général, quand tu recules juste d'un point de vue classique, en faisant des petits pas chassés, tu sais, parce que quand on boxe, on ne marche pas. Hein. On fait jamais, bon, sauf si on shift de garde, mais il y a toujours l'exception qui confirme la règle, on le disait tout à l'heure. Mais en général, dans un déplacement de boxe, je vais vers l'avant, c'est mon pied avant qui va faire un step et le pied arrière qui suit. Je vais vers l'arrière, c'est le pied arrière qui fait un step et la jambe qui suit. Je vais sur la droite, c'est mon pied arrière, si je suis en garde de droitier, hein, bien sûr, avec la jambe gauche devant, c'est mon pied droit, donc qui va faire un pas de côté et la jambe gauche va suivre. Si je vais sur ma gauche, c'est l'inverse, c'est la jambe gauche et ensuite le pied droit qui suit. Mais le problème, c'est que quand on veut gagner beaucoup de distance et qu'on fait ça, si on fait des petits pas chassés, en fait, il suffit que l'adversaire justement shift ou vienne vraiment rusher et on peut venir choper justement sur le reculoir. En plus, quand on recule souvent, on défend moins avec sa garde parce qu'on est moins hermétique. On a souvent tendance, parce que voilà, c'est des habitudes qu'on prend quand tu commences la boxe, hein, depuis le début, tu prends ces habitudes-là. Tu avances, tu lèves ta garde, tu recules, tu peux rouvrir la garde. Parce que justement, tu te dis que quand tu recules, t'es en sécurité, tu sors du danger. Sauf que le problème, c'est quand on te suit, par exemple, on l'a souvent vu, hein, un high kick qui passe flush à ce moment-là, prend la pointe du menton, salut, dodo. Mais ça peut être aussi avec un Ngannou, un gros crochet large, et ça peut être aussi dodo. Le fait de faire ce long step, tout en restant protégé, parce qu'en fait, finalement, ce qui est bien, ce que j'ai apprécié dans ce truc-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est génial et je vais l'utiliser, c'est qu'il prend l'appui sur sa jambe avant, et quand il prend l'appui sur la jambe avant, il a la garde, en fait, qui est haute. Et il fait son très long step, et ce qui fait que sa garde, le temps qu'elle redescende, il est déjà loin du danger. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant.
Et donc, ça lui donne vraiment un ascendant sur l'adversaire parce que ça lui permet après de sortir et de reprendre le centre de la cage. En fait, il y a bien une chose qu'on voit dans tous les combats de Gane, c'est qu'il est toujours en train de chercher le centre de la cage. Et quand il n'a plus le centre de la cage, il se barre, il tourne, il fait sa petite balade et il reprend le centre de la cage. Toujours. Ouais. Parce qu'il n'a pas le choix dans son style, s'il est dos à la cage, de toute façon, il ne pourra pas faire ce genre de... Il ne pourra pas reculer de cette manière, il pourra pas... Ça va être très compliqué et donc il va se retrouver coincé et c'est très mauvais chez les poids lourds. Donc tu le vois très rarement. S'il ne peut pas désengager, il n'est pas bien. Voilà, c'est ça. Donc quand il sent qu'il a trop de pression, en fait, il s'échappe. Il s'échappe, il cherche pas à comprendre. Il s'échappe et il a même pas... Enfin, je pense qu'il a mis aussi ce reculoir en place, là, cette espèce de long step, parce que il s'est retrouvé dans des situations de temps en temps, notamment face à Rozenstruik, où il devait tourner le dos de l'adversaire et fuir. Ouais. Alors après, il se repère bien dans l'espace. Tu vois, il sait fuir et mettre des petites feintes à droite, à gauche, tu sais, comme quand tu jouais à chat à l'époque, tu sais, à droite, à gauche, hop, 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 et après il se barre et il reprend le centre derrière. Mais ça reste un jeu dangereux. Ah oui, parce que pendant un moment, tu ne vois pas ton adversaire. Alors c'est de l'instinct, mais tu vois pas ton adversaire. Et on a vu ce que ça faisait de tourner le dos à Francis Ngannou. Hein. Que ça soit Junior Dos Santos, par exemple. Enfin, tu vois, tu tournes le dos, c'est fini. Il y a un crochet qui arrive de derrière et t'arrache la tête. Donc il peut pas se permettre de faire ça. Et là, on a vu que contre Lewis, justement, qui est aussi un gros puncher et qui est aussi, malgré son gabarit explosif et dynamique, il a mis ça en place, ce qui a permis de complètement en fait annihiler les facultés de punch en fait de Lewis. Ouais. Après, c'est différent de comparer Lewis à Rozenstruik parce que Lewis, c'est un mec qui sur 5 minutes va être inactif 4 minutes. Donc c'est quand même un jeu qui correspond parfaitement à Cyril, qui a une grosse activité. Donc il peut aisément mettre tout ça en place, tu vois. C'est pas Lewis qui va chercher à contrer quoi que ce soit. Il va juste exploser sur ses dernières 30 secondes et puis c'est tout. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, tu sais, un Ngannou, comme je disais tout à l'heure, tu sais, beaucoup plus dans le côté calme. Enfin, c'est pareil, c'est pas quelqu'un qui va envoyer beaucoup de volume non plus, tu vois. Pour s'économiser, il n'envoie pas énormément de volume. En tout cas, sur son combat contre Stipe, il maintient quand même une pression constante. Oui. Avec son jab, avec ses low kicks, et il avance, tu vois. Alors que Lewis, lui, se met dos à la cage, il s'en fout. Ouais, c'est pas un problème pour lui, ça fait partie de son jeu de prendre des coups et de tenter de t'éteindre sur les dernières secondes. Oui, c'est sûr. De chaque round. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Mais c'est à voir quand même, parce que j'ai vraiment hâte de voir quelle stratégie il va mettre en place. Parce que visiblement, il voulait mettre la même stratégie que face à Miocic, Ngannou. Donc, c'est ce qu'il a dit. En fait, il aborde le combat de la même manière. Pour lui, c'est les deux mêmes boxeurs, entre guillemets. C'est ce qu'il a dit dans une interview. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas le cas. Donc, je pense que c'est une erreur. Mais bon, après, voilà. Dernière chose sur le rythme et sur la distance. Il casse la distance. C'est lui qui choisit en fait quand casser la distance. Soit en envoyant un jab éclair, soit même des fois en descendant d'un niveau et en allant chercher la lutte, parce qu'il n'a pas peur d'aller chercher le contact. D'ailleurs, il le fait très bien, il a un très bon timing là-dessus, même s'il n'amène pas, il s'en fout, en fait, il cherche pas à amener forcément, il veut pas cramer d'énergie, mais au moins il est au contact. Et ça, je pense que ça peut être une bonne clé face à Ngannou. On verra ça tout à l'heure dans la partie lutte, mais ça peut être une bonne clé par rapport à ça. Ensuite, son positionnement vis-à-vis de l'adversaire. En fait, il n'est jamais vraiment dans l'axe de l'adversaire. Ça limite en fait les contres possibles. Il est toujours légèrement décalé. Donc on l'a dit, il est à l'aise dans les deux gardes, mais par contre, il est souvent droite devant. Et quand il est droite devant, il prend avec sa main, il met des feintes avec sa main droite, donc pour venir bloquer le jab justement de l'adversaire et puis prendre des marques. Un peu comme fait un Conor McGregor. Finalement, il boxe un peu aussi comme Conor McGregor. C'est un peu le même style, tu vois. Le Conor de l'époque. Le Conor de l'époque, effectivement. Et donc, il sort légèrement de l'axe, ce qui fait qu'on parlait tout à l'heure du point arrière d'un puncher ou d'un lourd, quel qu'il soit. En fait, le fait de sortir un peu de l'axe, bah, tu t'éloignes encore plus de ce point-là, de ce danger-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en plus de ça, quand il le fait, ça lui permet vraiment de venir et de lui, par contre, asséner des frappes au-dessus de la garde, le jab. Il envoie des petits... alors, je connais le nom en capoeira, tu sais, mais après, comment ça s'appelle? Tulip, ça s'appelle. Tu sais, c'est quand tu viens avec ta jambe avant et que tu mets pas un front kick,
mais tu mets comme Oui, un coup tu de pied vrilles un peu, circulaire. oui. Tu mets un coup de Ouais. pied circulaire, mais qui part de. En fait, ta jambe, elle rentre vers l'avant, enfin, et elle se. Comme un Comme un huracan. lasso. Comme un Ouais, ouais, huracan, ouais. tu sais. Si vous regardez Jeux du Cadillac, le huracan. Et c'est un huracan du pied. Donc, Le coup de poing le plus puissant du monde. avec ça, je te casse le nez, l'arrêt du nez. Donc, il envoie cette petite frappe en fait qui remonte, qui passe sous la garde, à l'intérieur de la garde et qui remonte au visage. Donc il fait ça grâce à ce positionnement-là, ce qui fait réagir souvent l'adversaire et puis ça lui permet de venir frapper aussi directement derrière. Donc un truc qui fait bien aussi dans son positionnement, c'est que souvent les boxeurs, ils ont tendance à tourner toujours du même côté, tu sais, même chez les pros. Tu sais, même les combattants Ouais. expérimentés, ils ont tendance à tourner toujours du même côté. Et lui, non. Le fait de changer de garde, ça lui permet de tourner tantôt à droite, tantôt à gauche, de venir et de casser. En fait, quand l'adversaire le suit, hop, il va partir tout de suite de l'autre côté. Il va changer de garde et il va partir de l'autre côté. Il va envoyer une ou deux frappes, ou soit de jambes, soit de poings, et il va s'enfuir. Ce qui fait que c'est très dur de le Il cadrer. peut se permettre de faire ça parce qu'il est aussi à l'aise dans une garde que dans l'autre. En C'est fait, ça. il y a plein de combattants qui changent de garde, mais ils sont pas aussi à l'aise dans les deux gardes. Tu vois, ils changent de garde par une question de stratégie ou autre. Mais lui, il le fait parce qu'il est vraiment à l'aise dans les deux. Tu vois, comme un Adesanya. Oui, oui. Adesanya peut se mettre dans les deux gardes parce qu'il est aussi à l'aise dans les deux gardes. Il n'y a pas de différence en fait. Bah, c'est ce que je dis souvent, et je vais le répéter aujourd'hui pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Quand on change de garde, en fait, l'attaque, c'est pas le problème, c'est la défense. Parce que attaquer dans les deux gardes, tout le monde peut se changer de garde et s'entraîner à attaquer. Par contre, Mm. défendre, c'est une autre histoire. Parce que c'est tout simple, si l'adversaire ne change pas de garde, en fait, les armes qu'il impose ne sont plus à la même distance. Enfin, c'est plus la même chose. On vit plus la chose de la même manière, tu vois. Et Ouais. donc le fait de changer de garde, en fait, tu te retrouves, par exemple, tu vas te retrouver sur un bon kicker, tu te mets en garde inversée, par exemple, bah le corps, les coups au corps sont beaucoup plus faciles que de l'autre côté, parce qu'en fait, tu te retrouves face à lui, face à la jambe arrière, Ouais. donc face à la jambe puissante. Ouais, ton côté ouvert et sur sa jambe forte, quoi. C'est ça. Donc, quand tu vas prendre un middle kick, tu vas le prendre et il va te couper en deux. Là où de l'autre côté, tu peux très bien venir bloquer avec ton bras, avec ta jambe. Tu vois, tu fermes une porte en fait. Donc c'est différent. Tu laisses les armes de ton adversaire prendre une autre dimension. Et donc c'est pour ça que la défense, elle est plus dure quand on change de garde. Mais c'est pas le cas justement pour Gann, puisque de toute façon, il est dans cette logique où il ne souhaite pas prendre de frappe déjà. Donc Ouais. il a la garde très basse, mais il recule. En fait, dès qu'il sent qu'il y a du danger, il va s'enfuir. Il va Ouais. partir. Il va reculer, il va Il revenir. désengage. Il désengage tout de suite. Et quand il désengage, ce qu'il fait très bien, et justement, il fait l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à ce moment-là où lui, il lève les mains. C'est limite, il est à l'inverse de n'importe quel combattant. C'est-à-dire que quand il est avancé sur l'adversaire, il va avoir les mains basses et il va venir frapper avec son jab, avec son cross, avec tout ce que tu veux. Mais par contre, quand il va reculer, il va lever les bras. Ce qui fait qu'il prend très peu de frappes, il prend très peu de coups. Ses mains, elles remontent très très vite. On l'a vu, Ouais. hein, même face au meilleur C'est puncher, vrai qu'il est ultra discipliné sur ça. Ouais, Et tu sais, il fait pas l'erreur de rester quand il a pas le temps de désengager, parce qu'il peut être surpris. Il fait pas l'erreur de rester dans la distance d'anglaise. Il vient coller tout de suite. oui, oui, oui. Il lève ses mains et vient coller. Donc il est jamais à distance du danger finalement. Soit il est rentré complètement, soit il est complètement sorti. Il est jamais entre deux. Ben, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire hein, normalement. C'est d'être à la distance où on ne prend pas de coups, hein. Surtout quand on a un style comme le sien. Donc ouais, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Et pour finir, il harcèle. Il harcèle ses adversaires. Donc on a vu la posture, le positionnement, le rythme, la distance. Et maintenant, l'harcèlement. C'est-à-dire que vraiment, il fait des feintes constamment. Tout le temps. Il feinte, il bouge ses bras, il fait des moulinets avec ses bras. Il est là, il est vraiment en train de brouiller les pistes. En fait, il envoie beaucoup de mouvements parasites pour troubler l'adversaire. Et souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il met l'adversaire dans un paradigme, dans une habitude. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et quand moi, je donne un coaching en boxe, c'est ce que j'essaie de dire à chaque fois. Il faut pas rentrer dans le paradigme de l'adversaire. Et toi, il faut que tu en crées et que tu le casses toi-même. C'est-à-dire, je m'explique. Là, il y a un truc qu'il a fait très bien face à Lewis, par exemple. Il a mis deux low kicks avec sa jambe arrière.
Et quand sur le dernier, alors il était en garde inversée, hein. Premier low kick, donc jambe gauche, deuxième low kick, jambe gauche, et sur le troisième, il n'a pas envoyé le low kick. Il a switché de garde. Il a fait comme s'il envoyait la hanche pour le low kick, il a switché de garde et il a envoyé son bras arrière, son point droit qui est devenu bras arrière et il est passé au-dessus de la garde. Parce que étant donné que Lewis a baissé ses mains 2 fois sur la défense du low kick, il a vu l'ouverture. Parce que quand il fait ça, il analyse tout de suite. Et il fait jamais plus de 2 fois le même enchaînement. En général, c'est 1, 2, il a analysé, boum, il contre. En tout cas, il envoie sa frappe efficace. Ça a été très bien. Il est magnifique. Ouais, ça a été très bien expliqué sur une vidéo de Chris Ganesh, qui est une autre chaîne d'analyse que vous devez sûrement connaître plus que la nôtre d'ailleurs, mais bon. Et donc ça, il le fait très bien. C'est vraiment un truc où il a un pouvoir d'analyse dans le combat qui est très très fort. C'est-à-dire que, et ça montre son relâchement, ça montre le fait qu'il n'est pas du tout stressé par les combats. C'est que vraiment, il a cette lucidité à chaque instant dans le combat. Ouais. Après, une chose. D'accord. Après, t'as fini sur. Non, vas-y, finis ce que t'avais à dire. Non, parce que je vais passer sur autre chose, enfin, sur une autre partie de cette partie. Vas-y. Ouais, moi, je trouve au niveau de ses kicks, le petit bémol que je mets, c'est qu'il se les fait souvent attraper. En fait, à chaque combat, il se fait attraper au moins un kick et il y a un danger. Avec Jairzinho, il y a eu un danger. Une fois avec Jairzinho, mais avec les autres, qui lui a attrapé? Parce que j'ai vu Jairzinho, oui, il a attrapé. Une fois. Lewis, il a attrapé. Lewis, il a attrapé aussi. Ah ouais? Un low kick, je crois. Des low kicks. 1 ou 2 low kicks. Des fois, il y a... Je sais pas comment t'expliquer. Tu sens que en fait, il l'envoie, mais il l'envoie pour marquer des points, donc il l'engage pas plus que ça. C'est marrant que tu dises ça parce que justement, tu vas introduire ma deuxième partie. Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Comme il veut avoir une activité constante, d'ailleurs son coin lui demande, quand t'entends dans son coin Lopez, il lui demande tout le temps envoie-moi ça, je veux dire. Ils veulent du rythme, tu vois. Oui. Donc des fois il envoie des coups qui... Alors c'est bien, mais des fois il pourrait s'en passer, tu vois. Et ce qui fait que des fois il envoie des coups sans vraiment les envoyer pleinement. Et ce qui fait que il se fait attraper. Il peut se faire contrer à ce moment-là. Des fois le pied, tu vois, il envoie un oblique kick, ça dérape, ça permet à l'autre de rentrer. C'est un risque de toute façon. À partir du moment où tu mets beaucoup de coups, tu t'exposes forcément à un moment ou à un autre. Oui. Alors moi j'ai le souvenir de celui contre Rozenstruik. Effectivement, il l'envoie même pas en fait. Il envoie sa jambe, mais il y croit pas. Après, il reste très équilibré. Par contre, alors il se fait attraper, mais c'est marrant parce que je vois pas le danger. Je m'explique. Quand tu te fais attraper les jambes, de toute façon, ça veut dire que tes mains elles sont occupées à attraper la jambe. Donc déjà, tu peux pas prendre de contre avec un point. Et en plus de ça, encore une fois, il désengage très vite. C'est-à-dire qu'il fait un truc qui est très box style là pour le coup. Enfin, il y a 2 manières quand on se fait attraper la jambe de réagir. Soit on vient casser la distance. Donc on vient chercher la nuque et on plie le genou et on vient chercher à casser la distance avec l'adversaire. Soit on cherche à faire reculer l'adversaire et on pousse comme un front kick avec le pied. Tu sais, pour justement désengager. Ouais. Et lui, c'est ce qu'il a choisi de faire là, contre Rozenstruik. Il a reculé, il a sautillé et il est très équilibré. Et on le voit même dans les échanges en lutte, il est très très équilibré. Il arrive très bien à... Non, ça oui, il reste debout. Il reste debout. Et donc le fait de se déplacer, de bouger sa jambe, de pousser avec et tout ça, il limite le contre possible et donc il libère sa jambe. Et dès qu'il a libéré sa jambe, en fait, il s'enfuit tout de suite. Il part à droite ou à gauche. Ce qui fait qu'il n'a pas vraiment de risque. Tu vois, c'est pas un truc où je me dis... Il y a un passage qui m'a fait peur quand même avec Jairzinho, c'est il envoie un middle. Ouais. Donc jambe arrière, c'est jambe gauche, il me semble. Il était en garde de gaucher. Jairzinho le bloque avec son bras avant. Tu sais, il vient l'enroule, je sais pas comment. Ouais, bien sûr. Non, il l'accepte. En fait, il le laisse passer, quoi. C'est ça. Il le prend, il le laisse passer. Ce qui fait que sa main droite est libre et justement, il plonge en avant sur un crochet. Je crois qu'il a les mains hautes, donc il touche la garde. Mais il y a danger. Il y a des failles à ce niveau-là. Ouais. Oui. Surtout sur quelqu'un d'aussi explosif que Francis. Qui a plus d'allonge que Rozenstruik, donc forcément, ça sera plus facile pour lui de toucher. Il y a un petit risque à ce niveau-là. Ouais. Après, je pense que Francis, il va plus peut-être encaisser le coup pour venir le contrer. Il va les accepter. Il va rentrer dedans. Il va les accepter. Il va rentrer dans le coup, en fait. Et c'est plutôt là, il va falloir que quand il envoie ses frappes, qu'il ait effectivement les mains très très hautes. Là, pour le coup, pour les frappes de jambes, il va falloir qu'il ait pour toujours et à jamais, il faut qu'il ait les mains hautes.
Mais, particulièrement sur les frappes de jambes. mais ce qui est marrant, donc voilà, t'as introduit ce que je voulais dire, donc t'as bien fait, tu vois, de prendre la parole à ce moment-là. C'est que effectivement, il envoie une multitude de coups et c'est des coups effectivement qui touchent, mais qui ne sont pas toujours puissants. Mais c'est ce qu'il faut faire en soi, parce que c'est ça qui te permet de aussi prendre des informations, qui permet de, comment dire, tu prends des informations, tu brouilles les pistes, tu touches, tu crées le réflexe chez l'adversaire. Et finalement, quand tu regardes n'importe quel bon boxeur, entre guillemets, n'envoie pas toutes ces frappes lourdes parce que sinon, déjà, tu fatigues très vite. Et en plus de ça, enfin, tu prends même en anglaise, tu vois, les jabs, tout ça, c'est de la touche. Bam, bam, ils vont toucher 1, 2, 1, 2, 3. Même le cross, en fait, finalement. 1, 2, 3, ils vont toucher une fois. Ta, 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 ils vont faire leurs enchaînements. Et puis d'un coup, il va y avoir, bam, bam, tu vois, un gros coup lourd. Et finalement, c'est ce que fait Gann. Et surtout, en fait, et les coups lourds, finalement, il les sort au fur et à mesure du combat. Quand tu regardes bien, il laisse passer les premiers rounds où il envoie juste des petites touches. Des touches qui scorent, qui marquent, il gagne ses rounds. Parce qu'il touche, quoi qu'il arrive. Et plus on va augmenter dans les rounds, et plus là, il va commencer à déjà avoir lu la boxe de son adversaire et à pouvoir commencer à frapper beaucoup plus durement. On sent que ses jabs sont plus durs. Tu le sens. Tu le sens à partir du 3e round, il devient plus méchant. C'est ça. Il cherche à vraiment faire mal. C'est ça. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise chose, entre guillemets. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que frapper doucement ne veut pas dire frapper, frapper doucement, je veux dire sans puissance, ne veut pas dire frapper avec conviction. Tu vois. Et en fait, quand il s'est fait attraper la jambe par Jairzinho, il n'y avait pas de conviction dans sa frappe. Il a donné sa jambe. Tu vois. C'est ça. Donc c'est ça, le problème il est là. En fait, moi qui mette une multitude de frappes pas puissantes, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que par contre, il ait la conviction de mettre sa frappe avec de la vitesse. On est d'accord. C'est dans ce sens-là que je le disais. Donc, j'étais sûr, de toute façon. Toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. On lit en nous comme dans des livres ouverts. Donc, voilà. Ensuite, on peut parler et finir avec ses armes. Donc, les armes qu'il utilise le plus, c'est le jab. Hein. Il a un jab qui est surpuissant, mais des deux côtés, franchement. Qui est surpuissant parce que justement, il l'envoie avec vélocité. Il est sec, en fait. C'est ça. Un jab sec. C'est ça. C'est sec et puis il le fait en plus en avançant. C'est-à-dire qu'il propulse avec ses jambes pour envoyer son jab. Donc c'est tout le corps en fait qui vient mettre la puissance dans le jab. Ouais, bah tu prends 115 kilos dans la tête, quoi. C'est ça. Il a des jambes qui sortent de partout. Ça, c'est vraiment un truc. Ça, c'est une multitude d'armes. Hein. De toute façon, quand on parle de ses armes, il a une multitude d'armes, mais il est capable de tout faire. Middle kick, front kick, tulip. Je vais le redire ce terme. Tulip. Il fait tout. Il envoie aussi beaucoup. Principalement, c'est middle, oblique kick et low kick. Principalement. Il envoie quand même pas mal aussi de petits front kick au corps avec sa jambe avant. Je l'ai pas noté. Il passe sous la garde. Ah oui, mais je le comptais dans les middle, tu vois, dans toute la D'accord, la zone médiane. Mais oui, le petit type là qu'il envoie là, le petit, il est magnifique celui-là. Et contre Lewis, il a aussi envoyé beaucoup de frappes au niveau du genou, à la John Jones, tu sais. Ouais, oblique kick. Des petits oblique kick, ouais, au niveau du genou. Donc ouais, non, c'est là-dessus. En fait, il cherche à garder la distance et après il envoie. Et quand il envoie, il est très précis. Vraiment, il touche énormément. Que ça soit sur les low kicks ou que ça soit sur les middle. Et ce qui est marrant, c'est que quand il commence à attaquer en low kick, là, il sort un peu de son style karaté. En fait, il y a des coups, il y a des frappes qu'il va mettre avec son style un peu karaté ou boxe américaine. Et il y a des frappes qu'il va mettre plus en mode boxe thaï. Et tu regardes là, quand il commence à monter, je crois que c'est dans le 2e round face à Lewis. Il commence à envoyer, tu sais, des enchaînements où il va envoyer bras arrière, bras avant, low kick, tu vois. Et ça, c'est très boxe kickboxing, c'est très boxe thaï, tu sais, où tu vas venir mettre le point opposé, tu vas frapper avec le point opposé à la jambe qui va mettre le low kick, tu vois. Bras arrière pour low kick avant et bras avant pour low kick arrière. Et il commence à sortir ces enchaînements-là, et quand il est là, il le fait très bien, et là, il se met dans une posture de boxe pied-point. Mais par contre, pareil, il s'arrange toujours pour être à l'extérieur de son adversaire pour déjà limiter les défenses et en plus de ça, maximiser la puissance de ses frappes. Franchement, il y a très peu de ces low kicks qui sont bloqués. Il le met dans un bon timing, il sait très bien comment mettre un low kick vraiment avec une grande efficacité et sans se faire checker le low kick. Non, c'est clair. Après en poids lourd, de toute façon, il y a très peu de low kicks qui sont bloqués tout court. Déjà en MMA en général, mais en poids lourd particulièrement. C'est clair. Mais là, tu sentais dans les yeux de Lewis qu'il était agacé
agacé parce que justement, il les voyait pas venir. Ça rentrait, bah. Tu vois, parce que même s'il Il avait mal. même Il s'il avait les bloque mal. pas, même s'il les bloque pas, il les check pas. Enfin, je veux dire défendre. En général, ils l'accueillent. Tu vois, ils accueillent le low kick. Tu vois, ils s'y contractent, ils tournent un peu la jambe et tout ça. Alors que là, non. Là, il le prenait vraiment de côté à chaque fois. Boum, le low kick. Boum, le low kick. Mais de Et là, toute tu façon, sentais que ça commençait à piquer. la séquence de finish, elle part d'un low kick. Elle Ouais, part d'un gros low kick. Tu sens qu'il a mal. Il s'arrête sur place. ouais, Il a un mouvement, tu sais, les bras qui descendent en mode, ça me saoule. Et après, il accélère, gagne avec son jab, il lui fait mal et il le finit. c'est Mais ça. ça part du travail en jambes. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sens que. Mais de toute façon, tu sens que la stratégie dans ce combat-là, elle a été appliquée à la lettre. Enfin, tu sais, tu vois les parties dans ce qu'il veut faire. D'abord toucher, ensuite sabrer, et ensuite finaliser. Enfin, tu vois, tu Mm. sens qu'il y a vraiment. Il avait un carnet de jeu, quoi. Tu vois? C'est, allez, de telle minute à telle minute, je vais faire ça. De telle minute à telle minute, je vais faire ça. C'est De telle ça. minute à telle minute, je vais faire ça. C'est. Après, encore une fois, Lewis, c'est vraiment le mec idéal pour Cyril et pour un game plan comme ça, tu vois. Oui, Il y a toujours le danger du coup. Il aurait pu prendre un coup, même en le touchant durement sur la séquence de finish. On n'est pas à l'abri que Lewis il envoie un crochet large et qu'il se fasse toucher, tu vois. Mais, euh, mais je veux dire, tout était parfait pour que Cyril brille dans ce combat. oui, mais après, le truc qu'il y a aussi, c'est que là où il minimise les risques de prendre un mauvais coup et de prendre un coup dur, c'est que d'une part, à chaque fois qu'il envoie un enchaînement, il y a une esquive derrière. Il reste Mhm. jamais là, menton à la fenêtre, à contempler tu sais, c'est souvent ça. C'est ce que je dis aux gens que je coach, c'est vraiment, tu sais, tu boxes, tu fais ton enchaînement et tu contemples ton enchaînement. Tu as fait C'est un bel ça. enchaînement et tu restes là. Non, non, lui, il fait son enchaînement, il est déjà ailleurs, il est déjà sorti. Il a fait une esquive rotative, en tout cas, il est descendu d'un niveau, il est déjà parti quelque part. Ce qui fait que les contres potentiels, en général, passent au-dessus de la garde. Et il y a une deuxième chose qu'il fait bien, c'est que, et qui, face à des punchers, qui est très intéressant et utile, c'est il va pas perdre ses moyens. C'est-à-dire qu'il va attendre, il va temporiser. Un peu comme McGregor face à Cerrone. Tu sais, où Ouais. tu sentais que il attendait, il était là, boum boum, il se précipitait pas. Ah, l'ouverture elle est là, boum, encore une fois, boum, tu sais, il recule, il Ouais. revient. Et c'est ce qu'il a fait la gagne contre Lewis. C'est vraiment ça. Il a pas rushé. Il s'est pas dit, je vais le mettre KO là à la seconde. Il est arrivé, bam bam bam, il l'a mis dans le mal. Il a même pris le temps de reculer, de revisualiser la situation, de reprendre une avancée sur une porte qui était encore ouverte, et il a continué comme ça. Il est sorti, il est rentré, il est sorti, il est rentré, jusqu'à finaliser complètement le combat. C'est vrai que le danger qui est en face de lui ne modifie pas son jeu, en fait. Et c'est ce qu'on disait au début pour les adversaires d'Ngannou, où on sent qu'ils sont tétanisés, qu'ils n'ont pas envie de boxer. Je pense pas, pour le coup, je pense pas que Gann va modifier sa boxe. Non. Tu vois, il va boxer exactement comme d'habitude. Non, parce qu'il en a conscience, en plus, il le dit lui-même dans ses interviews, il l'a déjà vécu, il Et sait ce c'est que la c'est que meilleure chose à la... faire en plus. Ben oui, bien sûr. Dans ses armes aussi, il a ses coups de genou. Coups de genou Ouais. sautés, coups de genou au corps, qui sont très efficaces et très puissants. En fait, et dès qu'il est, de toute façon, à bonne distance, quand il est à distance de clinch, ses coudes, ses genoux, c'est dévastateur. Il est très très fort là-dessus. Il sait très bien les utiliser, il sait très bien comment se placer. On l'avait dit pour l'analyse justement contre Lewis, où quand il envoie les coudes, en fait, il sort. Il se met vraiment presque dans le dos de l'adversaire. Pas tout à fait, il est de côté, Mm. mais il reste pas face. Vraiment, il arrive quand il est au contact, au clinch, il se met vraiment vers le côté postérieur de l'adversaire. Ouais. Il est toujours bien positionné. Donc, Il peut pas prendre de contre. non, c'est très compliqué. Et en plus de ça, comment dire, il sort toujours des phases de clinch intelligemment. Parce que c'est un danger de sortir d'une phase de clinch. Tu sais, c'est là, on l'a vu, par exemple, un qui capitalise bien sur ça, c'est Blachowicz. Quand tu sors du clinch, il est super dangereux, parce qu'il y a une frappe qui peut Mm. venir de n'importe où. Gann, il y a toujours ce truc, soit la petite esquive, comme on disait, soit il va chahuter son adversaire. Par exemple, contre Lewis, il l'a fait, et c'est des trucs qu'il fait souvent, mais il l'avait fait contre Rosenstruck, même il avait réussi à l'amener au sol. Mais il fait ce petit fauchage box taille avec le genou. Tu sais, ce petit barrage sur la cuisse.
Ouais. Tu vois, où il vient, il fait ce petit mouvement de volant avec le haut du corps et il vient faucher avec le genou à l'intérieur, ce qui permet de déstabiliser l'adversaire, ce qui fait qu'il ne peut pas se mobiliser pour te contrer. Et lui, pendant ce temps-là, il est déjà parti. Donc il prend. En fait, ce que j'apprécie chez Gane, c'est que quoi qu'il fasse, tu sens que il pense à tous les contres possibles. Il a un coup d'avance sur tout. Tu vois. Et ça, c'est pour moi une grosse force. Donc voilà. Alors attends. Bon. Moi, j'ai fait le tour. Je pense qu'on en a parlé beaucoup d'ailleurs. On a fait 55 minutes, là, on a fait que la boxe. On a fait que la boxe. Ouais, mais parce que c'est voilà. le principal dans ce combat. Pour ce combat, qui tu vois pour la boxe? Ça, c'est casse-tête. Il faut se lancer à un moment. Il faut prendre des risques, mon bon monsieur. Ok, bon. Bah, en fait, c'est paradoxal parce que je vois Gane dominer la boxe. Mais je peux aussi voir Gane se prendre un KO, tu vois. Mais techniquement parlant, celui qui aura l'avantage, je pense, en boxe, sur la majorité du combat, ça sera Cyril. Effectivement, pardon. Je ne fais pas que tous ces jeux bails aussi. Et oui, effectivement. Le mec ne respecte rien. Je ne respecte pas mes auditeurs. Donc oui, effectivement, ouais, l'avantage, moi je le mets à Gane aussi, même si la moindre erreur peut être fatale. Vraiment, pour le coup. C'est ça. Il n'y a pas de secret, hein. Une seule suffit pour Ngannou. Passons à la lutte, mon bon monsieur, et commençons avec Ngannou. Donc, déjà, première chose, je le vois pas du tout essayer d'amener au sol. Ok, donc on part sur l'attaque. Bah, en fait, il n'y a pas grand chose à dire, parce que l'attaque, faut-il qu'on ait vu des attaques. La seule chose qu'on a vu d'Ngannou quand il essaye d'attaquer, c'est qu'il te ceinture et il te bascule. Tu vois, c'est ce qu'il a fait à Miocic. Après, il tente un double sur Stipe, hein, qui se fait contrer assez facilement. Ouais, alors c'est en fin d'action. En gros, ouais, il tente un double. Il faut reprendre l'action dans sa globalité, parce que c'est la seule phase de lutte qu'il y a eu. Ouais. T'as Miocic qui essaye d'attraper le single leg. Tu as Ngannou qui fait sa sortie. Alors tu sais, on a tous dit oui, il a amélioré sa sortie. Mais en fait, quand tu regardes, c'est exactement comme ça qu'il essaie de sortir aussi contre Miocic 1. Il fait exactement la même chose, sauf que là, il a l'écart de poids, je pense, a fait la différence. Ouais. Parce que quand il a sprawlé, Miocic n'avait pas la force de le garder à lui. Tu vois, il n'avait pas ce côté percutant d'un mec plus lourd, tu vois. Donc, ouais. Mais sinon, après, il y a des erreurs en plus sur le timing de Stipe, il est parfait pour choper le single leg. Oui. Il rentre très bien, mais après, il reste dans l'axe. Tu vois, il essaye d'aller tout droit. Oui. Ce qui fait qu'Ngannou avance juste sa hanche. Tu sens tout de suite, à la manière d'un Ousmane, tu sens que sa hanche, elle est trop solide. Il a juste à avancer la hanche, c'est fini. Alors, il ne fait pas que ça. Et quand tu regardes, il y a un petit détail qu'il fait en plus à chaque fois. C'est qu'avec son avant-bras, avec sa main, il rentre la tête vers le bas de la personne qui essaie de l'amener au sol. Et ce qui lui permet en fait de glisser la tête sous sa hanche. Tu vois, contrairement peut-être à justement un Ousmane où lui, il va juste venir sprawler et c'est la hanche qui baisse tout. Ngannou, c'est pas forcément le cas. Alors déjà, bon, faut comprendre qu'avec les cuisses qu'il a, c'est très compliqué. Hein. Même de ceinturer une seule jambe, déjà, c'est toute une histoire. Donc quand il sprawl, tu vois, c'est dur de conserver aussi le grip des mains. C'est d'ailleurs pour ça que les gens choisissent le single leg et pas le double leg avec lui, parce que déjà, c'est déjà dur d'encercler une jambe. Imaginez les deux. Tu peux pas joindre tes mains. Mais non, c'est à moins peut-être d'un John Jones qui lui a une allonge phénoménale et qui pourrait le faire, mais n'importe qui de lambda, c'est pas possible. Donc il vient et il rentre en fait avec son avant-bras, il pousse la tête de Miocic vers le bas et là il se met à sprawler. Donc il le sprawl très bien. Après derrière, effectivement, il reste très haut sur l'adversaire et il aurait pu très bien basculer. Ça n'est pas arrivé. C'est vrai que normalement quand tu sprawls, tu essaies de rester sur le haut, enfin au niveau de la ligne des épaules, tu sais. Vraiment. Là, il était vraiment beaucoup plus haut dessus. Donc forcément, ton équilibre il est moins bon. Après, parce qu'il avait pas le bras-tête. Oui, il avait pas le bras-tête, il a ceinturé. Au niveau, ouais. Ouais, mais moi, ça me choque pas, ça, tu vois. Il n'a pas eu le temps de rentrer le bras, il ceinture, tu vois. C'est pas... Parce qu'il a très bien réagi en plus derrière. Tu vois, il s'est pas éternisé là, il a cherché à passer dans le dos direct. Alors voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est effectivement, il est passé dans le dos direct et il a commencé à frapper. Et quand Miocic s'est relevé, c'est là où il a fait la deuxième petite amenée, avant même le double leg, où il vient et il le fauche, tu sais. Il le tire avec violence, il le claque au sol.
Mais encore une fois, tu sais, tu sens que dans le contrôle, par contre, il n'arrive pas à... il a pas ce truc où il peut garder l'adversaire contre Non. la cage et le garder, le contrôler et le frapper. Alors les frappes qu'il a prises, elles étaient violentes, hein, on sent que c'est violent, mais c'est pas quelque chose qui, à mon sens, mettra KO. Parce que tu peux te relever, tu peux bouger. Gann est très, très, très mobile, tu sais, dans ces phases-là. Et donc, je suis pas sûr qu'il puisse le conserver au sol. D'accord? Je te dis d'accord comme si tu sais, d'accord? T'as compris ou pas? Et donc après, c'est vrai, effectivement, quand il s'est relevé, il a tenté une nouvelle fois, une dernière chose, c'était de descendre dans les jambes. Sur un double qui a été très bien défendu par un Miocic qui est très bon en lutte, hein. De toute façon, il est rentré avec le double underhook et Ngannou Mais s'est c'est retrouvé à pareil, genoux. l'entrée, elle était pas ouf. Il Non, rentre les bras grands ouverts, donc les underhooks sont facilement accessibles. Enfin, ouais, c'était un peu l'amener de la dernière chance. Tu vois, il était dans cette position, fallait faire un truc, il c'est est ça, rentré. c'est ça. Et donc facile à défendre. Et comme il n'a pas la capacité en plus des lutteurs de suivre, parce que souvent un lutteur ça suit l'action, ça marche à genoux, tu sais, jusqu'à Mm. amener. Et là, il n'avait pas cette capacité-là, donc ce qui fait qu'il s'est retrouvé en fait. Enfin, Miocic a pu sortir facilement de ça. Mais tu vois, à mon sens, il n'a pas énormément progressé sur sa lutte. Et même quand je le vois dans les phases d'entraînement, dans les sparring qu'il a fait, il est facilement contrable sur ses amenées. Tu vois. Donc je pense pas que ça soit quelque chose qu'il essaiera de mettre en Non, place. non, je pense pas. En tout cas, pas d'une manière traditionnelle single leg, double leg, tu vois. Non, s'il est au contact, il va S'il doit arracher. l'amener, voilà, il va être au contact, il va arracher en force brute, C'est ça. mais c'est tout. Mais il n'arrivera pas à contrôler, à garder l'adversaire au sol. Je vois pas Ngannou garder l'adversaire au sol. Tu sens qu'il a des bons automatismes, mais c'est pas suffisant, quoi. Par contre, en défense, ses automatismes, ils sont très bons. Ouais. Il est très très bon pour défendre les. Alors, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que quand tu viens le chercher au contact, il a le underhook, il le met assez facilement. Et comme il est très puissant, il va te soulever et puis il va t'empêcher de l'amener. Par contre, ça, c'est quand tu essaies de le prendre en dehors de ses attaques. Tu vois, là, il va réagir très vite. Par contre, si tu Mhm. rentres sur le timing d'un crochet ou d'un direct, là, par contre, il réagit beaucoup moins vite, ce qui est normal, hein, parce que de toute façon, tu es pris dans ton attaque. Excusez-moi. Et comme souvent, il engage fortement sur ses attaques, tu vois, Mhm. il met de la synergie, de l'énergie dans son attaque. Il Donc, surengage, hein, tu peux le dire, hein. Souvent, quand il met la marche avant, il surengage, il a la tête clairement en avant. c'est ça. Et Ouais. donc, il peut se faire amener à ce moment-là avec un bon timing. Et on sait que Gann, il a un timing qui est bon. Après, il a progressé. Enfin, Notamment sur ça en plus. ouais, Sur quand le mec, je trouve que Cyril Gane, ses entrées, il essaye souvent de lutter, mais où il est meilleur, c'est quand le mec rentre justement, quand le mec avance, ouais. le changer de niveau à ce moment-là. Là, il est vraiment bon. Ouais, il a un très bon coup d'œil là-dessus. Et il est très Ouais. explosif. Il va exploser dans les jambes, c'est bien ce qu'il fait. Vraiment, c'est bien ce qu'il fait. Mais bon, en tout cas, on voit qu'il a progressé hein, depuis qu'il est à la team Couture. C'est une team de lutteurs, hein. Il y a quand même pas mal de lutteurs. Il a beaucoup travaillé avec Ilir Latifi, qui l'a bien aidé, qui l'a bien fait progresser. Et donc voilà. C'est quelque chose, en tout cas, dans les défenses où vraiment il est un peu moins facile à amener au sol. Mais j'aurais bien voulu le voir une nouvelle fois, je le dis, je le répète, face à un Miocic beaucoup plus préparé physiquement, enfin intelligemment physiquement et surtout mentalement présent, quoi. Ouais. Voir si Ouais. vraiment il y avait encore la possibilité de l'amener. Là, on sent que dès qu'il a pris le premier revers, qu'il a senti l'écart de puissance, il a arrêté de chercher à l'amener. Ce qui est dommage, hein, parce que même en étant plus léger, il aurait très bien pu l'amener en essayant d'être un peu plus technique, en tournant, en essayant de pas Franchement, rester je pense face, quoi. qu'après le premier sprawl et la salve de coups qu'il prend quand il se retrouve en turtle, je pense qu'il avait plus envie. Il était plus là. Oui, c'est ça. C'est le psychologique, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est que vraiment, il était vraiment plus là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Monsieur Ngannou en lutte? Non. Alors passons à Monsieur Cyril Gane. Alors, bon, on vient de le dire, hein, tu l'as dit toi-même, bon timing pour rentrer dans les jambes. En fait, il a vraiment ce coup d'œil qui permet de rentrer comme un éclair dans les jambes et voilà. Et il va pas chercher forcément à amener, tu sais. Il y a un truc qui est dit par Lopez et par Gane et que de toute façon ça se ressent et puis c'est ce qu'il faut faire. C'est que
si ça devient trop énergivore, on abandonne. On abandonne l'idée d'amener. Ouais. Par contre, on capitalise sur le fait d'être en contrôle à la cage et de venir asséner des coups. Mais voilà, tu regardes, quand tu vois contre Rozenstruik, par exemple, les amenées, elles étaient très bien pensées, dans le sens où déjà, ils cherchaient à amener en fin de round, ce qui fait que, d'une part, ils risquaient pas vraiment de contre, entre guillemets. En plus de ça, ils pouvaient capitaliser et égrener le temps sur la fin de round si jamais il n'arrivait pas à emmener. Et encore en plus de ça, l'énergie cramée dans l'amenée au sol était récupérée pendant la minute de récupération. Alors que si tu fais ça en début de round et que tu te crames les bras et qu'après tu dois tenir 4 minutes avec l'acide lactique, tu sais, ou le manque d'énergie que tu auras dû à l'amener au sol, c'est beaucoup plus compliqué. Donc stratégiquement, c'était bien fait. Surtout que c'est pas son choix, Ciryl Gane. Il va forcément plus se fatiguer en grappling qu'en striking. C'est un striker. Oui. Donc c'est-à-dire que même s'il est au-dessus en grappling, il va se fatiguer. Ça demande du travail, hein, même en étant au-dessus, hein, de mettre la pression, de maintenir, parce que le mec il va pas se laisser faire. Donc c'est un travail différent du striking. Et même si je le trouve endurant. Même si je le trouve très endurant sur les phases de lutte. Hein. Les phases de lutte à la cage, il est très endurant. Alors il y a deux choses. Déjà, ça reste du clinch. Oui, ça reste du clinch de boxe taille, effectivement, c'est vrai. Mais il fait des amenées, justement, c'est là où il fait des amenées effectivement de lutteur, mais il fait aussi des amenées type boxe taille. On en a parlé déjà tout à l'heure avec le petit fauchage et tout ça. Là où il l'a fait magnifiquement, c'est quand il a combattu contre Rozenstruik. Ouais. Il est arrivé, il l'a fait basculer, il l'a fait voler complètement par-dessus sa jambe. Et franchement, c'était vraiment magnifique à voir et il le fait très très bien. Et comme je disais, il l'a fait aussi contre Lewis aussi pour sortir de la phase de clinch. Il n'est pas tombé parce qu'il ne l'a pas fait à fond, mais c'est un truc on sent qu'il le maîtrise, ça sort facilement. Donc voilà. Une autre chose, c'est qu'il défend très très bien les amenées au sol. Il est très bien équilibré. En fait, soit il est debout et il reste debout. Tu vois, il rentre très bien les bras sous les aisselles en underhook pour redresser son adversaire. Soit quand l'adversaire prend l'ascendant et qu'il sent qu'il va tomber, il arrive très bien à enrouler en fait l'adversaire. Il absorbe la technique de l'autre pour ensuite revenir dessus. En fait, il l'accepte. Il a un bon scramble. Il se retrouvera au-dessus quoi qu'il se passe. Mais parce qu'il sait abandonner. En fait, c'est ça que j'aime chez lui, que ça soit en boxe, en lutte ou n'importe où en fait. Il sait abandonner mais quand je dis abandonner, je vais m'expliquer, quand il sent ne s'acharne pas. Que la bataille elle est perdue. La bataille elle est perdue sur cet enchaînement en boxe, je sens que je suis dans la merde, j'abandonne, je fuis, je sors, je reviens, je me remobilise. Je réinitialise. C'est ça. Je viens, je suis en lutte, je sens que je vais perdre le contact, que ça va être un problème. C'est pas grave, je viens, j'accepte, je tourne, j'accepte la situation, je me laisse tomber et j'absorbe. Tu vois, vraiment, j'absorbe la technique et je fais en sorte de reprendre une position favorable pour moi. Donc ça, c'est très bien fait. Il est rarement dos à la cage. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Il est rarement dos à la cage. Ouais. Alors ça va avec son style de toute façon en boxe où on voit qu'il essaye d'être toujours au centre de l'octogone. Donc forcément, si tu gardes le centre, t'as moins de chances d'être mis dos à la cage. Mais c'est surtout aussi parce qu'il se déplace très bien en latéral. Tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué et qui fait chez tous les... Enfin, c'est un peu une signature du MMA Factory. En fait, quand ils sont dos à la cage, c'est ce petit mouvement de hanche gauche-droite. Tu sais, ils viennent paf-paf, un petit pif-paf comme ça, ils jouent à droite, à gauche, ce qui leur permet de sortir et eux de retourner la situation et de venir en contrôle à la cage. Ouais, tu vois, il y a ça et ça montre aussi qu'il a une grosse force physique. Oui. Tu vois, le contrôler dos à la cage, ça montre quand même qu'il a un sacré physique. Et à l'inverse, lui, par contre, il contrôle très bien la cage. Mais il le contrôle parce qu'il a des mecs très lourds. Hein. Même des mecs... Derrick Lewis, c'est probablement un des mecs les plus lourds de la KT. Je crois qu'il a 120 kilos, il a la limite. Et il le contrôle à la cage normale, tu vois. Oui, parce qu'il le fait à la fois avec puissance, mais aussi avec technique. C'est-à-dire que quand tu regardes bien... toujours bien placée. Voilà. La tête bien placée et il tient le poignet de l'adversaire. C'est lui qui a le contrôle du poignet et pas l'inverse. Et de l'autre côté, underhook. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et il n'hésite pas à changer sa tête, à bouger, à écraser le menton, à venir et en même temps à venir asséner ses frappes en genoux et ensuite en coude.
Donc, et quand il se positionne, comme on l'a dit tout à l'heure, il est toujours un peu légèrement de côté. Donc il est vraiment bien. Il est vraiment bien sur ce travail à la cage. Et il le fait avec, comme on disait tout à l'heure, avec beaucoup, beaucoup d'endurance. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il a cette arme supplémentaire par rapport à d'autres qui sont que boxeurs, tu sais, où vraiment il peut casser le rythme et temporiser en venant casser la distance et en venant vraiment coller l'adversaire à la cage et continuer à capitaliser. Tu vois. Ouais. Et il prend pas trop de risques. Tu vois, je reprends l'exemple de Charles Oliveira, où quand il vient pour amener à la cage, tu sais, il vient mettre la main derrière la nuque en mode box taille et il prend beaucoup de crochets. Tu sais, il s'expose énormément. C'est pas le cas avec Gane, puisque lui, il cherche vraiment quand il rentre, en fait, à rentrer au contact en lutte, quoi. Vraiment, il descend d'un niveau et il pousse. Il vient, il cherche à amener jusqu'à la cage. Et après, il se relève, voilà. C'est vraiment ça, et c'est fait avec beaucoup d'intelligence. De toute façon, voilà, on le dira à chaque fois, le style Gane, c'est un style intelligent. C'est vraiment ça. Donc voilà. Que dire de plus? Je pense qu'on a... Le coup sur la lutte, on a fait le tour. Hein. Ouais. Alors, t'avantages qui dans ce combat en lutte? Bah, j'avantage Gane. Encore une fois, j'avantage Gane tout simplement parce qu'il est plus complet. C'est-à-dire que il va pas chercher de toute façon à attaquer le single leg comme a fait Miocic. Donc il risque pas de prendre un sprawl sale. De toute façon, je crois qu'il s'est jamais fait sprawler Gane sur toutes ses amenées. Parce que même quand il prend la jambe, il la prend, mais il la prend toujours pour pousser. Enfin, je sais pas comment dire. Il va pas faire la moitié du ring de la cage avec la jambe. Tu vois, il va venir, il va te faire reculer et ensuite il va rentrer. Et d'ailleurs, je pense que de toute façon, c'est une des clés, et j'en parlais tout à l'heure de la stratégie de Gane, c'est de venir aussi rentrer sur ce contact en lutte, quoi. C'est parce que forcément, tu annihiles les frappes d'Ngannou qui, à courte distance, bah, sera toujours moins dangereux que si tu recules et qu'il peut la possibilité de déplier ses bras, quoi. Ouais. Bon, il y a quand même un risque, parce que même sur des frappes très courtes, Ngannou, il fait très mal. Tu vois, des petits uppercuts. Oui, je suis d'accord. Il y aura toujours un risque de rentrer au clinch sur Ngannou. Ah oui, non, mais il y aura toujours un risque sur Ngannou, quoi qu'il arrive. Tu vois. Ouais. Mais après, c'est vrai que stratégiquement, ça reste une bonne idée. Si tu es en capacité physique, parce que en fait, c'est ça, la question, elle est là. Ngannou, au-delà de la technique, c'est est-ce que tu as la force physique pour le maintenir? Ouais, ça, c'est la vraie question. Et ça, on peut pas le savoir, ça. Et je pense que oui. Je pense que oui, parce que quand je le vois contrôler des mecs comme Volkov, etc., et même physiquement, ça se voit. En fait, c'est les deux, concrètement, c'est les deux meilleurs athlètes de la KT. Oui. Ngannou et Gane. Physiquement, c'est des monstres. Et je pense qu'en termes de frappe, de puissance de punch, Ngannou est bien au-dessus, mais faut différencier la force de frappe de la force de préhension, c'est pas la même chose. Oui, même si on voit que quand Ngannou il te tient le poignet... Ngannou, il est puissant tout court. Ngannou, il n'y a pas de... il est fort dans tout. T'as pas intérêt à lui laisser on peut être très puissant en lutte, en préhension, et pas forcément frapper fort, tu vois. Oui, bien sûr. L'inverse aussi. Bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, pour rentrer au contact, là, on part en défense, mais il le fait très bien aussi en explosivité sur l'attaque. Et je pense que ça peut être une bonne solution. Tu vois, de venir, il a son jab, il est en garde inversée comme il fait souvent. Et souvent, tu sais, il vient et il balance vraiment un espèce d'overhand ou un truc comme ça. Et c'est là où il vient en contact aussi. Et je pense que c'est peut-être même plus judicieux de le faire dans ce sens-là que de le faire sur une défense. Ou alors sur une défense où vraiment le crochet large, tu sais, vraiment le truc où t'es dans le timing. Mais par contre, si tu veux rentrer et casser la distance, il faut que tu le fasses sur un moment où tu mobilises la défense d'Ngannou et pas son... Et tu évites l'attaque, quoi. Donc pour ce combat, effectivement, je mets Gane en lutte. Passons à la... Ouais. Ah oui, c'est vrai, bah oui, excuse-moi. Oui. Ouais, tu t'en fous, mais c'est pas grave. Non, mais de toute façon, ton avis importe peu, donc... C'est moi la vraie star. C'est moi la vraie star. Je le mets favori en lutte parce qu'il a plus d'armes. Juste pour ça, en fait. Oui, c'est ça. Alors ça veut pas dire qu'il pourra les mettre en place. Mais il a plus d'armes. Comme tu as dit, il peut amener à la cage, il peut amener au sol avec des balayages de Muay Thai, il peut partir dans les jambes. Il nous a montré plus de choses, en fait. C'est ça. Ensuite, le sol. Petite partie. Toute petite partie. Donc, alors, Ngannou. Puissant, mais mieux... voilà. On va dire, il est puissant. Voilà, on voit quand il tient, je le disais il y a 2 secondes, quand il tient le poignet et tout ça, ce qui lui permet de minimiser la casse, entre guillemets. Mais avec Miocic, il a prouvé qu'on pouvait vraiment le contrôler. Il est pas... Tu vois,
sur le dos, mais même en turtle, il a pas d'explosivité dans ce sens-là, par contre. Tu vois, il est pas. Alors, le problème, c'est qu'en se calant sur le combat contre Miocic, c'est pas représentatif, je pense. Je pense, hein, parce qu'il il est mort. Après le premier round, il est mort. HS. Ouais, mais C'est-à-dire que tout ce qui suit, c'est-à-dire que même les amener au sol et tout, la défense de lutte et tout, il n'y a plus de cohérence. Il est KO. Il est plus là. Oui, sauf que dans le premier round, il se fait amener et c'est là où il se fait contrôler sur le dos, quoi. Tu vois, dès le premier round, déjà, il se fait contrôler sur le dos. Et là, tu vois qu'il sait pas faire une langouste. Le problème, il est là. C'est qu'en fait, quand je te dis ça, c'est qu'après, effectivement, il est mort, il peut plus se relever, il est à genoux. En plus, Miocic pèse énormément avec son avant-bras sur la nuque et tout ça. Donc, c'est vraiment. Voilà, on sent qu'il est fatigué. Mais dès le premier round, quand il se fait amener et qu'il est dos au sol, c'est une tortue. Il sait pas faire une langouste, il sait pas recomposer, il pousse pas, rien. Tu sens que c'est. Parce que même un truc tout bête. Il l'attaque avec une technique où potentiellement, si Ngannou il s'était retourné de la bonne manière, il aurait pu renverser Miocic. Parce que il vient, il passe sa jambe par-dessus la tête d'Ngannou pour attaquer la clé de coude en extension sur le bras opposé. Donc ça veut dire que tu es très en avant sur l'adversaire. Enfin, tu vois. Donc s'il avait tourné intelligemment, fait une langouste, pris un peu de distance, tu vois, il aurait très bien pu venir et faire en sorte de basculer Miocic. Là, il a juste tourné sur lui-même. Tu sais, il a juste fait un petit coup, il a tourné sur lui-même, ce qui fait que Miocic, en sentant ça, il est revenu. Mais tu sais, il a fait ce que font beaucoup de débutants, c'est-à-dire de faire une demi-action. Tu vois, un débutant au sol, il est pris en dessous, il va ponter, mais il va faire un petit coup de hanche et il va retomber. Un petit coup de hanche et il va retomber. Tu vois, ce qui fait qu'en fait, il dit, mais putain, on m'a montré le fait de ponter pour sortir, mais ça marche pas. Ça marche pas. Si, ça marche. C'est juste que là, tu t'as fait juste que lever un peu ton adversaire et le laisser retomber sur toi. Tu vois, t'as pas fait une action complète où t'as ponté, t'as sorti tes hanches, t'as poussé en continu, où vraiment tu sors et tu recomposes. Tu vois. Donc ça, il l'a pas fait. Donc, après, Stipe, c'est pas n'importe qui au sol non plus. Stipe, c'est pas n'importe qui au sol. C'est un très bon lutteur. Il a des bons contrôles. Pour moi, il est largement meilleur que Gane en lutte. Même en contrôle au sol. Tu sais, on sait pas parce qu'on sait qu'il progresse. Et on sait que. On sait pas, on l'a pas vu en vrai. Là, il y a deux grosses inconnues. De toute façon, c'est que les deux, on les a pas vraiment vus au sol. Là, tu vois, par exemple, la progression d'Ngannou, on peut pas en parler, on sait pas. On l'a vu passer dans le dos de Miocic sur une phase de lutte. Ok, certes, c'est pas un mouvement qui est très compliqué à faire. Tu vois. Non. Donc on l'a pas vu dans une situation où il était dos au sol, où il était dans une situation où il fallait vraiment qu'il impose un vrai grappling. C'est valable pour les deux. Et c'est valable pour les deux. Et c'est pas dans sa vidéo d'entraînement qu'on a vu les vidéos d'entraînement où tu le vois tourner. Le seul avec qui il met une soumission dans la vidéo, après ça ne présage pas de tout ce qu'il a fait, hein, mais c'est un juji sur un kickboxer, quoi. Et encore, le juji, il est... hein. Ouais. Il est pas propre, hein. Donc bon, tu sens que le kickboxer, il n'est pas armé pour sortir. Il aurait très bien pu sortir, mais il n'était pas armé pour sortir. Donc ouais, pas grand chose à dire sur la partie sol pour ces enfin en tout cas déjà pour Ngannou, même pour Gane pas plus non plus. On sait qu'il est. T'as plus rien à dire sur Ngannou? Non, non, mais en fait les deux, on peut parler des deux en même temps parce que c'est les mêmes inconnus, tu vois. C'est les mêmes inconnus, mais d'un autre côté, t'as quand même des choses en plus à voir chez Gane. C'est que donc déjà il est capable d'être mobile au sol, et il peut être opportuniste sur les soumissions. Faut pas oublier qu'à l'UFC il a quand même soumis 2 fois, il a mis une clé de talon, il a mis un bras-tête, et même contre Rozenstruik il a été dans le dos, il a cherché l'étranglement dans le dos. Tu vois, enfin c'était debout, mais Ngannou aussi a soumis. Il a soumis une fois, oui, il y a longtemps. Il a une bonne Kimura. Kimura puissante. Ouais. Il a une franchement s'il te prend en Kimura c'est la merde. Oui c'est clair. Oui, c'est vrai qu'il a soumis il y a longtemps. Même sur une phase de lutte, tu vois, si tu lui prends le dos et qu'il arrive à verrouiller la Kimura, c'est la merde. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il soumet à l'UFC, il me semble. Oui, le mec, il est un peu sur le côté, tu sais, il prend la Kimura, il tourne. Ouais. Et du coup, il fait chuter, il tombe avec la Kimura. Et tu sens que s'il a la Kimura verrouillée, c'est chaud. Ah oui, non, mais de toute façon, il est puissant. Mais bon, je pense que les capacités au sol sont peut-être un peu meilleures chez Gane que chez Ngannou. Tu vois. Vraiment. Parce que je pense qu'il y a un travail qui est vraiment fait à ce niveau-là. Moi, je suis pas sûr.
Je pense que Gann, c'est plus impressionnant parce que il a cette faculté de soumission, tu vois. Il a un jeu, je pense qu'il a un jeu très large en soumission. Mais ça cache un peu ses faiblesses au sol. C'est-à-dire il peut soumettre, il peut mettre des clés de talon, on l'a vu. Et, Fernand Lopez, dans une interview, disait qu'il travaille sur le... Ah, je sais plus quelle soumission. Le Mais twister. une soumission impressionnante, le twister. Le twister. Tu vois, et je pense vraiment qu'il maîtrise. S'il se retrouve dans une situation où il peut le mettre, je pense qu'il maîtrise pour le mettre. Mais Oh. maîtriser des soumissions... bah, Ah ce oui. serait fou. Ah oui, oui. Non, mais là, Maîtriser t'as vu des dans mon regard. soumissions... ouais, j'ai... Oh. Maîtriser des soumissions, ça veut pas dire forcément être bon au sol. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, bah, il y a de toute façon, la soumission n'est valable que si tu sais quoi faire pour la mettre en place. Enfin, tu sais si tu as les bons positionnements, les bons Et déplacements. puis à ce poids-là, tu peux verrouiller n'importe quoi. En vrai, tu serres. Oui, Tu vois, tu prends la tête, tu serres, t'es derrière, il y a le menton, peu importe, c'est fini. mais t'as vu mon regard, effectivement, bien sûr. T'imagines un combat qui se termine là, Ngannou gagne par un twister. Bah alors là, mais c'est bon, là, je peux me retirer, je peux arrêter. Là, pour moi, c'est le combat pas de l'année. Franchement, t'as un Gane qui gagne sur Twister, sur Ngannou. C'est le combat de All of Time de Ouais. tous les temps. Je crois que Franchement, plus c'est personne ne impossible. fera ça. Ah, si ça se fait, franchement, c'est... Bon, là, on est en train de rêver, les amis, mais franchement, ça sera un truc extraordinaire. Donc moi quand même pour ce combat, moi je mets l'avantage à Gane une nouvelle fois, même si je pense que ça n'ira pas du tout au sol. Même s'il dit qu'il serait pour le soumettre dans une interview, je pense que ça ira pas au sol. Je sais pas. Moi, l'avantage, je sais pas du tout. En fait, je pense que d'un point de vue soumission, etc., ce serait plus Gann. Mais le grand endpoint de Francis, il me fait peur. Et tu vois, c'est pas du sol, c'est du MMA. Donc je pense que Oui, si ça va au sol, ça serait compliqué. En tout cas, si Gann se retrouve sur le dos, ce serait beaucoup plus difficile de survivre pour lui que si Ngannou se retrouvait sur le dos. C'est ouais, comme ça que je le vois. ouais. Mais je vois pas Gane se retrouver sur le dos en fait, c'est ça le truc. Je le vois pas se faire amener. Faudrait vraiment qu'il tombe sur un truc Ouais. quoi, mais ça peut arriver, hein, mais je le vois pas se faire amener. Et encore, je pense qu'il est tellement explosif qu'il va se relever très vite, avant même de se faire contrôler. Les à côté. Alors, on n'a pas souvent des choses à dire pour les à côté, mais par contre là, bah quand même, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties. On a cette chance-là. À commencer par des vidéos, des sparring, des vieilles vidéos de sparring entre Gane et Ngannou. On a déjà fait Qui un ont- bref rappel pour ceux qui connaissent pas forcément les deux combattants. C'est que Ngannou s'entraînait avant MMA Factory, donc Oui, avec Fernand Lopez, et c'est un ancien partenaire de Cyril Gann. c'est ça, de Cyril Grosso Gane modo. et ça remonte à, pardon, oh, décidément, ça remonte à il y a En 2 ans. fait, ils se sont croisés. Quand Ngannou avait déjà un pied plus ou moins en Amérique, Cyril Gann était là. Ouais, et Cyril Gann Ngannou est arrivé. était déjà combattant UFC à cette époque-là. Gane découvrait le MMA. C'est pour ça, en fait, on a beaucoup parlé de ces vidéos-là. Maintenant, à mon sens, elles apportent pas grand-chose, entre guillemets, parce que ils ont tous les deux évolué énormément depuis. Que ça soit Ngannou qui a complètement changé de style, que ça soit Gane qui lui sait créer un style puisqu'il découvrait le MMA, donc voilà, là il commence à, il revient en fait, enfin il a progressé. On voit entre son premier combat à l'UFC et aujourd'hui, c'est C'est un autre monde. c'est un autre monde effectivement, mais quel que soit le niveau, c'est un autre monde. Donc effectivement, on peut pas vraiment en parler. Ensuite, il y a une chose qui est dite et qui est très vraie par Ngannou, c'est que ce type de sparring met en avant un combattant qui serait plus technique comme les Gane, puisque lui il n'a pas pu faire parler son arme qui est sa puissance. Donc Bah oui, parce que le but, c'est pas de coucher le partenaire d'entraînement, tu vois. Donc forcément, le mec qui a le plus gros débit dans son style va forcément plus briller sur un sparring. ouais, Et encore, tu vois, c'est subjectif, comme il dit. Il suffit qu'on prenne, mais même Gann le dit. Le passage qui a été diffusé me met en valeur. On aurait filmé peut-être les 30 secondes qui suivent. C'était l'inverse. c'est clair. C'est clair et oh, je m'excuse encore. Je suis épuisé, je suis fatigué. Pour une fois, on le fait de journée, mais je suis fatigué. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est clair. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et par contre, dans un autre côté aussi, il y a Lopez qui dit qu'il y a une vidéo où on voit Gane mettre KO avec un coup de genou au corps, je crois, Ouais, au foie. Ngannou. Alors, pas KO, knockdown, je crois. Enfin, Mais knockdown, en ouais. tout cas, le faire tomber, quoi. Enfin, quand on dit KO au foie, tu sais, enfin,
il tombe, il faut qu'il se relève, quoi. Tu vois, quand c'est KO fois, tu mets un temps à te relever. Donc ça veut dire déjà que si c'est vrai, si c'est le cas, moi, la seule indication que ça m'a donné, c'est que tu sais, là, il y a Ngannou qui fait énormément de vidéos à vas-y, frappe-moi dans les abdos et moi, je te montre que je suis un mur. Et ça voudrait dire, parce que là, il se contracte, il est là, il est prêt, il est prêt à accueillir la frappe. Mais ça voudrait dire que dans une phase de combat classique, sa ceinture abdominale peut quand même être transpercée par un genou et il peut tomber, tu vois. Après, Ouais, t'en bien sûr, doutais? non, mais tout le monde. Je pense que comme tout le Non, mais monde. comme tout le monde, mais je veux dire, t'as quand même des mecs qui sont plus ou moins solides, tu vois, même au corps, tu vois, qui encaissent plus que d'autres. Bon, là, force est de constater que ça veut dire qu'il peut quand même tomber. Il peut tomber à l'entraînement, donc il peut tomber dans la C'est cage. pareil. Franchement, moi, tout ce qui se passe à l'entraînement, j'en tiens pas rigueur parce qu'on sait pas à quel moment ça a été. Tu vois, ça se trouve, il venait de faire 8 rounds, il était mort en train d'essouffler, forcément, donc t'es moins contracté, tu prends Bien un coup de sûr. genou à ce moment-là, t'es déjà essoufflé. C'est- On peut rien en tirer. Par Donc, contre, on peut rien en tirer d'un point de vue technique, mais là où ça a un impact, c'est d'un point de vue psychologique. c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Vas-y. Parce que je pense que la stratégie de Fernand, on l'a dit, c'est de faire rusher Ngannou. Ouais. C'est de le faire sortir de ses gonds. Déjà en C'est amont, de ça. préparer le terrain, de faire en sorte qu'il sorte de ses gonds. Et même, ça, j'ai hâte d'écouter ce qui va se passer le jour du combat, même au bord de la cage. Et je pense que c'est pas pour rien hein, qu'il va être au bord de la cage. Il va, je pense, envoyer des petites informations. Les petits mots, tu sais que quand tu connais quelqu'un, tu sais que ce petit mot-là, ça va marquer ça va marquer son esprit et ça va lui permettre Ça l'énerve, bien ça va sûr. l'énerver et donc il va sortir. Parce qu'entre un Gann qui déjà va le piquer énormément, donc déjà ça va l'énerver. Parce qu'on sait que prendre trop de coups pour Ngannou, c'est pas bon. Il a envie d'en finir après. Tu vois, il a un coup d'énervement. Tu vois, il a beaucoup d'orgueil. Mais si en plus tu as un Lopez, déjà dans les conférences de presse, déjà là, ensuite dans les conférences de presse, ensuite dans les, tu sais, un peu partout, où il va faire monter la pression et qu'en plus, au bord de la cage, il va sortir les petites piques qui vont être entendues par Ngannou et qui vont le faire sortir une nouvelle fois, enfin qui vont le mettre dans l'énervement, ça peut être alors c'est une stratégie à double tranchant, hein, on va pas se mentir. Parce que effectivement, je vois le chemin, je vois la stratégie, mais à mon sens, c'est à double tranchant. Parce que soit ça lui fait faire des erreurs qui sont capitalisables par Gann, soit ça le met en colère et il nous fait une Rosenstruck et salut, bonjour, merci, dodo, adieu, bye bye, tu vois. Hmm. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que psychologiquement, Ngannou, là, dans ce combat, il combat Cyril Gane, mais en fait, c'est Lopez qui combat à travers Cyril Gane. Bien sûr, Tu vois? Parce bien sûr. pour le coup, ils sont vraiment en clash tous les deux. Ben, Et je pense que son ego fait qu'il veut vraiment. En fait, il veut battre Gane forcément pour garder sa ceinture, etc. Mais pour éteindre Lopez, tu vois. mais dans les deux sens, hein. Dans les Donc, deux bien sens, sûr, parce dans que les deux sens. Lopez aussi, c'est une revanche dans le sens où lui, il se voyait déjà déjà avec une ceinture à son actif en tant que coach, bien avant avec Ngannou. Et ça, Ngannou lui a retiré. Donc, euh, donc bon, oui, effectivement, c'est plus ça le problème qu'autre chose. Sinon, autre chose dans les à côté, alors effectivement, je te l'ai dit, moi j'ai regardé énormément les 3 épisodes de vidéos tu sais, d'entraînement de Cyril, de Francis, pardon. Et donc, tu vois effectivement les sparring qu'il a avec lui. Et je te l'ai dit, en regardant les vidéos, je me suis dit, putain, il fait fausse route. Il fait fausse route dans sa Ouais, préparation. Dans le sens où déjà, rien que le choix des sparring, je ne comprends pas. Je ne j'ai comprends pas pas. compris non plus. Les deux, t'en as un donc, qui est typé MMA, donc qui est un lourd, bedonnant. Alors, attention, hein, je ne fais pas de c'est pas parce qu'il a ce physique-là qu'il est pas bon ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, C'est qu'il a pas du tout. C'est Blago Ivanov. ouais, Ouais. Il a pas du tout. Enfin, il peut pas reproduire ce que va amener Cyril dans la cage, tu vois. non, C'est un mec du sambo qui colle souvent à la cage, enfin, ça n'a ouais, rien à voir. c'est lourd, c'est pâteau, c'est compliqué. D'ailleurs, tu vois qu'il l'amène pas au sol. Enfin, tu vois, tu vois quand même sur ces phases-là, même dans les échanges en boxe et tout ça, tu sens qu'il est là, quoi, qu'il est présent, qu'il est pas dominé le Imavov. Donc
je sais pas, ça m'a rien prouvé. Et même le kickboxer, parce qu'ils ont pris aussi un kickboxer. Alors après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres sparring hein, dans sa prépa. Hein. Mais même le kickboxer qu'ils ont pris, c'est un kickboxer qui est très flat foot, donc qui est très à plat sur ses pieds, qui visiblement est un kickboxer qui débute, entre guillemets, ce que j'ai cru comprendre, qui a de l'avenir, mais qui a pas une grosse expérience. Et effectivement, j'ai pas vu le kickboxer. Tu vois, c'est ce que je te disais quand tu m'as dit oui, mais chez les poids lourds, c'est dur de trouver des gens qui ont le style de Gane. Ouais, mais tu pouvais prendre quelqu'un de plus léger et qui était plus mobile. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu prends Gane par exemple, il se prépare avec Nassourdine. Tu vois, en Nassourdine, plus, c'est pas un poids lourd. lui qui est très proche de Adesanya, je pense qu'Adesanya aurait pu reproduire plus ou moins ce que fait Cyril, tu vois. Oui, puisqu'il dit Ça que aurait été parfait pour lui. il dit que c'est une version Wish d'Adesanya. Donc, Ouais. oui, bien sûr qu'il aurait pu. Il aurait pu se servir plus d'un Adesanya, effectivement, que de ce mec-là qu'il a pris, tu vois. Donc, Après, on a vu ça, c'est pas forcément. Voilà, on a vu ce qui. on est Parce qu'il d'accord. y a une photo aussi avec Rico, mais il y a eu qu'une photo. Voilà, et j'allais en parler justement aussi, ouais. Et bon, déjà, même Rico n'a pas forcément le même style que Cyril Gane. Oui, Et en plus de ça, je pense pas qu'ils aient pu faire grand chose parce qu'il a sa blessure à l'œil, Rico, qu'il avait eu avec Jamal, je sais plus son nom, Ben Sadik, mm, au Glory. Il a une grosse blessure à l'œil qui fait que je pense pas qu'il puisse sparer durement avec Ngannou. Donc je pense que c'était plus de la com qu'autre chose, en y réfléchissant bien. Et voilà. Donc finalement, on sait pas avec qui s'entraîner. En tout cas, les mecs qu'on a vus en vidéo, c'est pas ça. c'est Hein. pas forcément un bon choix, ouais. Mais vu que tu l'appelles Rico, t'as pas son numéro pour lui demander s'ils ont fait plus d'entraînement ou pas? Parce que t'as l'air d'être vachement intime avec lui quand même. Avec Il Rico. s'appelle Rico, non? Rico Verhoeven, mon ami. Non, Non, tu sais pourquoi je l'appelais Rico? Parce que j'avais oublié son nom. j'en étais sûr. Rico Verhoeven. Alors moi j'ai pas oublié son nom, par contre quand je l'ai écrit sur ma feuille, je suis pas sûr que ce soit la bonne écriture. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est une autre histoire, personne ne le voit. Ouais, ça c'est pas grave. Donc ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Enfin, je te l'ai dit dès le début, à mon avis, c'était un gros coup de com'. Tu sais, ils ont fait quelques Ouais, je pense photos qu'il était de et passage dans la salle. Ça voilà. se trouve, il était de passage à Las Vegas. Ils ont Il fait est venu, quelques ils ont échanges. voilà. Mais voilà, peut-être qu'il lui a donné quelques indications, mais effectivement, c'est pas suffisant pour apporter quelque chose face à la boxe de Gann, tu vois. Donc ouais, non, je suis pas dans cette histoire de sparring et tout ça. Je sais pas, je me dis qu'il y a vraiment un truc, il y a vraiment un truc où il fait fausse route, même le fait qu'ils disent qu'il veut l'aborder comme Miocic. Je sais pas, je trouve que c'est pas le bon cheminement à prendre. Après, il sera prêt physiquement. Là, la dernière vidéo qu'il a mis, c'est sur une partie physique cardio, tu sais, où là, tu vois que de toute façon, la prépa physique, c'est son truc. Hein. Ceux qui disent qu'il a pas de cardio, faut faire ce qu'il fait. Hein. Honnêtement, il a un vrai cardio. C'est vraiment un truc extraordinaire chez lui. Hein. Donc voilà, Non, quand il mais s'agit de faire des circuits hit, il est présent. bien sûr qu'il a du cardio. En tout cas, il a le cardio qu'il faut pour faire ce qu'il a à faire. Ouais, Si on l'emmène dans un autre domaine, forcément, il va se fatiguer. Parce que c'est un mec qui fait presque 120 kilos, qui est une boule de muscle, donc forcément, si tu le sors de son schéma, il va se fatiguer. Mais de même que Gann, si demain il tombe sur un lutteur qui lui fait que des amenés au sol, je pense qu'il va se fatiguer pareil, tu vois. oui, bien sûr, bien sûr. Donc ouais, c'est. Après, Gann, lui, pour le coup, ses entraînements, bon, c'est comme d'habitude, hein, ils sont sur un schéma qui est complètement différent. Donc, il a dit qu'il avait pris le temps de faire une prise de force, déjà, de faire un circuit de force. Donc ça va Apparemment, il a pris sûrement 4 jouer. kilos. Apparemment, il a pris 4 kilos de muscles secs. Ouais, Ce qui est énorme. Hein. 4 ouais, kilos de muscles secs, c'est énorme. Parce que quand on dit 4 kilos, les gens se pensent à... Tout le monde peut prendre 4 kilos, non. On parle de 4 kilos de muscles. c'est ça. C'est ça. Après, il faut voir comment ça va jouer dans ses déplacements. Enfin, tu sais, parce que plus tu es musclé, plus ton corps demande de l'oxygène et plus tu tétanises vite. Donc, à voir ce que ça va donner. Maintenant, il est tellement relâché que je pense qu'il tiendra quand même. Et puis, en plus, il finit en général les 5 rounds, il n'est pas essoufflé. Donc, il a Ouais. encore de la marche sous le pied. Et Mais je pense que c'est la stratégie, moi. Pour Ngannou, faut être lourd. oui, il faut être puissant. Il faut vraiment être puissant, faut pouvoir répondre physiquement. S'il prend l'ascendant physique, c'est fini. Ouais. Mais tu vois, de toute façon, les sessions pattes d'ours, même cardio, qu'il est toujours aussi explosif, dynamique et tout ça. Enfin, tu vois, Ouais. ils font des trucs pro, Les genoux genoux sautés sautés, et tout, machin c'est et tout ça, magnifique. voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il travaille énormément, et c'est pour ça qu'il est aussi bon aussi dans le coup d'œil et tout ça, sur du travail un peu jonction, tu sais, cerveau-muscle.
tu vois, Mm. avec beaucoup d'exercices particuliers, et ça j'aime bien, ils ont Les travails un peu à la Lomachenko. des travails un peu à la Lomachenko, effectivement, et ça joue beaucoup, et je pense que ça peut être déterminant, enfin c'est ça qui le fait progresser aussi fortement, tu vois, c'est ce travail de fight IQ, en plus où tu crames pas d'énergie véritablement dans ta prépa. C'est ça qui est fort dans les prépas. Franchement, par contre, dans les prépas du MMA Factory, c'est des prépas Ouais. qui ne crament pas énormément d'énergie, elles sont très bien faites. Et où tu capitalises énormément de savoir, de réflexes, tu vois, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose de fort, tu vois, une base forte qui te permet Mm. de pallier à toute éventualité le jour Ils du sont combat. pas dans ils sont pas dans la culture du no pain no gain, tu vois. Ce Non, qu'on entend un peu partout. Non, c'est super intelligent. Ça se voit, les mecs se crament pas. Et ouais, pourtant, ils progressent. c'est ça. Ils progressent en force et en puissance, hein. Tu vois, la dernière sortie de Nassourdine Imavov, c'est pareil, hein. Tu sens qu'il est là, puis physiquement il est là. Et pourtant il s'entraîne de la même manière, tu vois. Mm. Donc voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour des à côté. Là, cette fois-ci, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, on aura Ouais. plus d'éléments encore quand il y aura la semaine, la Fight Week, donc à partir de la semaine prochaine. Là, on aura beaucoup plus d'éléments. Et c'est là où aussi on va voir on va avoir des indications sur qui potentiellement peut gagner le combat. Moi, c'est dans la dernière semaine où psychologiquement, je prends beaucoup d'infos. Vraiment. Ouais. Le game plan. Alors, game plan. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Alors moi déjà commençons par Ngannou. Ngannou, à mon sens, et je le dis depuis le début, je pense qu'il faut pas qu'il fasse l'erreur d'être aussi attentiste que pour le combat qu'il a fait contre Miocic 2. Dans le sens où même s'il envoie ses enchaînements, il est plus patient, il coupe les angles et tout ça, je pense qu'il va rentrer dans un monde qui est dominé par Gane. Il va se Tu faire sais, endormir. c'est ça. Il va se faire endormir, et il va se déplacer, il va prendre très peu de frappes, Gane, et lui, il va marquer beaucoup de points. Et donc il va le fatiguer. En fait, là où il fatigue les gens, c'est parce qu'il les met toujours en dehors de leur rythme. Et donc, à mon sens, il doit pas rentrer dans ce jeu-là. Il doit pas rentrer dans le jeu de Gane. Et petit à petit, en fait, il va se faire, comme tu l'as dit, il va se faire endormir. Mais par contre, il faut pas qu'il revienne forcément au Ngannou d'avant, c'est-à-dire le Ngannou qui cherche juste le coup dur. Parce que pareil, il va se cramer, et en plus, ça sera très facile à lire pour Gane. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse une feinte. Je pense qu'il faut qu'il la joue justement, que c'est celui qui farce le farceur, entre guillemets, et qu'au début, il rentre dans un combat comme contre Miocic, en faisant croire à Gane qu'il va rentrer dans un combat plus technique, plus attentiste, où vraiment on cherche à durer dans le combat, et faire une grosse phase d'accélération d'un coup, sentir le moment venir, tu sais, pour vraiment aller faire le Ngannou de l'époque, vraiment où là, il y va sans retenue. Vraiment sans retenue aucune, où il balance tout ce qu'il peut et il touche durement Gane pour le faire tomber. C'est un Toi, peu ce qu'il va faire, je pense. je sais pas, parce que regarde, il l'a pas fait contre Miocic, hein. Contre Miocic, il a eu l'opportunité à un moment, tu vois, mais c'est surtout, il est resté sur il a touché sur des trucs propres, tu vois, c'était la frappe qui venait de loin, tu vois. C'était pas un truc où c'est Mm. complètement ouvert. C'est après, quand il a senti qu'il a touché, où là, il a rushé, tu vois. Mais Non, moi, franchement, je pense vraiment que. Moi, je pense l'inverse, en fait. Je pense qu'il doit rester patient. Et je pense que, justement, le MMA Factory, ils craignent ça. Ils craignent cette version de Francis. C'est aussi pour ça qu'ils ont balancé toutes ces vidéos, etc. Qu'ils cherchent à le faire rusher, justement. Parce que quand il rush, il est prévisible. Franchement, quand il est patient, il est terrifiant. Genre, je regarde sa posture contre Stipe, là, le deuxième combat. En fait, je me mets à la place de Stipe et je me dis, mais je le comprends, le mec. Qu'est-ce que tu peux faire quand t'es face à lui et tu sens qu'il t'attend et que tu sais qu'il est rapide et qu'il est précis et que il va pas faire n'importe quoi parce qu'il se jette pas, il t'attend. Mais t'as envie de rien faire. T'as envie de rien faire. ouais, je suis d'accord. Et en plus, il avait de l'activité quand même, hein. Oui, il avait de C'est pas un l'activité, mec, il envoyait. il a pas fait le Lewis où le mec il bouge pas. Au Non, non, contraire, il mettait la pression justement mieux qu'avant parce qu'avant il était plus en contre. Là, il mettait vraiment la pression avec son jab en avançant, double jab au corps. Ah, franchement ouais, c'est mais tu vois, compliqué. le truc, c'est que alors c'est ce que je t'ai dit. Moi, je pense qu'il faut qu'il commence avec cette stratégie-là, mais qu'il faut pas qu'il dure dedans. Parce que à mon sens, à un moment, il va se faire lire par Gane. Gane va prendre les infos. Tu vois, et quand Gane aura pris les infos, ça sera très difficile de reprendre l'ascendant. Je pense, tu sais, qu'au début, il y a Ngannou qui va avancer, comme il l'a fait contre Miocic.
il va avancer, il va faire son prédateur, il va couper les angles, il va essayer d'enfermer Gann, tu sais, parce qu'il veut pas qu'il se déplace, il va essayer de l'enfermer. Sauf que Gann, il va sortir, il va venir, il va rentrer, il va ceci, il va cela. Ça, Il va faire ce qu'il sait faire, tu vois. Je pense pas qu'il arrivera à le bloquer à la cage, tu vois. En tout cas, à faire en sorte qu'il ne puisse plus bouger. Et à partir du moment où il va prendre le rythme, il va rentrer dans le rythme d'Ngannou, ne serait-ce que de ses frappes, de ses directs, de ses crochets et tout ça, à partir de ce moment-là, ça sera trop tard. Il n'y aura plus de risque. Parce que tu le regardes, Rozenstruik, Volkov et Lewis, c'est 3 profils différents, et les 3 fois, il a fait la même chose. C'est dans le début du combat où ils ont une carte à prendre, entre guillemets. Passer le début du combat, passer le premier, deuxième round, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Gann, il est rentré dans son truc. Il est rentré. Ça y est, il a lu. C'est le livre ouvert. Et c'est pour ça, tu vois, qu'il fasse la comparaison avec Adesanya. C'est marrant. Parce que c'est exactement ce que je me suis dit aussi. Tu vois, Adesanya, premier round, deuxième round, il est là. Il accepte. Il prend. Il touche. Il fait des feintes. Et une fois qu'il a lu, une fois qu'on rentre dans la fin du deuxième round, début du troisième round, c'est fini. Tu le touches plus. Ça n'a pas été le cas avec Blachowicz, mais ça c'est différent parce qu'il y avait cet écart de puissance et tout ça. Il y a d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte. Mais dans sa KT, c'est ce que tu vois. Boum, boum, il vient, il touche, et puis d'un coup d'un seul, il vient et ça y est. Tu sais, c'est un peu comme il y a Matrix qui est passé il n'y a pas longtemps là et puis qui est sorti au cinéma. Tu sais, il retire le truc de son cou, il dit c'est bon, je connais mon adversaire. J'ai pris toutes les infos. Et à ce moment-là, c'est fini. Il vient et tu ne peux plus prendre l'ascendant sur lui. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il dure dans cette stratégie-là. Je pense que justement, en fait, il va falloir que... Quand je dis revenir à Ngannou d'avant, c'est pas forcément y aller avec des gros coups de battoir et la mâchoire à la fenêtre. Hein. Mais c'est vraiment faire peur. Faire peur. Tu vois, envoyer vraiment des enchaînements. C'est des enchaînements, mais des enchaînements un peu plus appuyés que contre... Tu vois, il a mis 2 enchaînements appuyés. Je pense qu'il faut qu'il en fasse un peu plus contre Gann. Et être plus rapidement. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire garder cette propreté, mais venir rentrer. Venir le faire en sorte de l'empêcher, lui, de faire son petit... de piquer comme une abeille, tu vois. Ouais. De toute façon, il n'aura pas le choix de mettre plus de rythme, parce que sinon, il va reculer. Je pense que la guerre, elle est au centre de la cage aussi. Hein. Bien Celui sûr. qui a le centre, il est bien. Bien sûr. On l'a dit, Cyril Gann, il a besoin d'être au centre de la cage. Il a besoin d'être au centre de la cage pour pouvoir désengager s'il y a un problème. Ouais. Tu vois, et Ngannou, pareil, je sens qu'il n'est pas forcément à l'aise quand il est dos à la cage. Ouais. Ensuite, Gann. Alors, pour Gann, il y a pas de... Enfin, de toute façon, il faut qu'il fasse du Gann. Hein. Bonne gestion de la distance, il faut toucher en prenant ses marques. Pour lire au fur et à mesure le jeu d'Ngannou, donc au fur et à mesure du combat. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, à mon sens, il faut qu'il évite quand même de reculer sans être protégé. Enfin, tu vois, il faut qu'il se couvre, il faut qu'il fasse son grand pas et qu'il ait les mains hautes, parce que s'il recule sans être protégé, il va se faire contrer avec le crochet large d'Ngannou. Je pense qu'il a plus intérêt... Il couvre énormément de distance, Ngannou, sur ses avancées. Hein. Ouais, il saute, limite il saute en avant. Non seulement il a beaucoup d'allonges, en plus, il est très très explosif. Mais en fait, il a tellement de puissance qu'il n'est pas obligé d'avoir les 2 pieds au sol pour mettre KO. Tu vois, il peut sauter et faire un gros crochet large et toucher et coucher l'adversaire. C'est pareil, l'exception qui confirme la règle. Normalement, la puissance, elle vient du sol. Lui, elle vient juste de lui. Du point. Le mec est en autosuffisance, tu vois. C'est vraiment ça. Donc ouais, et je pense qu'il a, comme je disais tout à l'heure, il a plus intérêt à casser la distance, soit en rentrant dans les frappes de Ngannou, soit en envoyant ses frappes explosives pour venir casser la distance, venir au clinch et user et abuser de ses coudes et de ses genoux, quoi. Parce que tant qu'il est à distance courte, de toute façon, on sait que Ngannou ne frappe pas avec ses genoux, on sait qu'il frappe pas avec ses coudes. C'est des armes qu'il n'utilise pas. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas les utiliser, mais c'est pas son jeu, c'est pas son domaine, donc il aura forcément moins d'efficience que Gann. Après, dans cette distance. Je me rappelle d'interview de Fernando Lopez quand Ngannou était là-bas, où il disait que justement il maîtrisait vraiment les coups de Ngannou. Il les avait énormément travaillés, qu'il n'avait pas forcément eu besoin en tout cas de s'en servir jusqu'à présent, mais que s'il utilisait ses coudes, il risquait d'avoir un mort à l'UFC. Oui, mais après, voilà, on connaît Lopez. Hein. C'est de la com. Voilà. Mais
Lopez Je est pense très que très fort. les... Et tu l'écoutes, tout le monde peut tuer tout le monde. Enfin, il y a toujours un truc. Moi, je veux bien. Après, c'est normal, il fait monter Non, mais la hype de chaque combat. Mais un coude, de toute façon, reste toujours une arme très violente. D'autant plus quand c'est Ngannou qui la met, parce que voilà, il reste encore quelqu'un de très puissant. Maintenant, entre mettre un coude, bien les maîtriser, en plus ça fait plus de 2 ans qu'il est pas, même plus que ça, qu'il est plus là-bas, donc s'il les utilise pas, ce qu'il avait capitalisé en technique à cette époque-là, il ne l'a plus aujourd'hui. Enfin, ouais, moi je suis plus d'accord de voir un Gane qui est très fort avec ses coudes, parce que quand tu vois ce qu'il fait, l'espèce de coup de coude qui retournait qu'il a fait à la cage contre Lewis, enfin, tu sens que lui il est vraiment affûté pour ça, et qu'il s'entraîne pour ça. Ngannou, bon... Tu vois, c'est comme les low kicks, hein, tu sais, quand Lopez il tombe sur les low kicks, je pense qu'il y a de la puissance, mais je ouais, pense que bien sûr. souvent Ah oui. il fait exprès de se laisser tomber pour dire, waouh, regardez mon élève, comment il est très puissant. Il est très Oui, mais fort c'est pour ça. visuel, c'est Mais bien, oui, tu vois, mais ça oui. vend le truc. C'est un maker de highlight, tu vois. Je l'ai parlé en anglais, j'ai fait mon lassueur. C'est un maker de highlight. Tu vois, c'est vraiment ça. Il sait vendre les gens, il sait vendre sa salle, il sait vendre tu vois, il sait vendre ses vidéos et c'est en faisant ces trucs-là, tu vois. Il est fort là-dessus. Donc voilà. Pour moi, la stratégie, en tout cas pour Ngannou, pour Gane, c'est contre Ngannou, c'est plutôt ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as quoi comme game plan? Franchement, pour moi, hein, alors, je pense que c'est pas ce qui va se passer, mais pour moi, c'est de vraiment chercher la décision, en fait. Faut pas chercher à le finir. Je pense qu'il va chercher à le finir, mais c'est possible. Il peut le finir, debout en tout cas. Je pense que ça n'ira pas au sol, ça va se passer debout. Il peut le finir sur un contre, tu vois. Mais c'est à partir du moment où tu vas chercher à le finir, forcément, tu vas t'exposer. Je pense qu'il peut la outboxer sur 5 rounds. Avec son jab, avec ses oblique kicks et rester à distance. Alors ça va pas forcément être beau. Je sais que les gens ils attendent pas ça. Ils veulent de l'action. Mais je pense qu'il peut le faire. Je pense que le clinch c'est possible, pas tout de suite. Faut déjà le fatiguer un peu. Parce que je pense que les prises de contact au premier et deuxième round quand il est surpuissant, c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux. Dès qu'il doit rentrer, il suffit qu'il balance un petit uppercut, peu importe. Juste le fait de trop pousser en fait. On voit le choc qu'il y a quand Velasquez rentre sur lui. C'est, il est trop dur en fait à contrôler. Au début, hein. Je parle au début, Oui, bien premier sûr. round, deuxième round. Mais après, pourquoi pas? Après le deuxième round, je pense que quand il tétanise un peu, essayer de le coller, gérer. Voilà, pour moi, c'est gérer. C'est vraiment minimiser les risques pour gagner. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais tu sais, moi, au début, je voyais vraiment la décision, hein. Je voyais la décision parce que Gane est capable de le faire. Effectivement, tu sais, on attend ce combat, mais ça se trouve, ça va être un combat chiant et dégueulasse, hein. C'est fort possible. Mais force est de constater que Gane a essayé, là, ces derniers temps, de quand même essayer de. Pas forcément de finir, mais en tout cas d'être vraiment dur sur ses combats. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, je pense pas que. Alors, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on dit au niveau de la stratégie, mais je pense qu'il va accélérer à un moment pour essayer de finir. C'est ça. Il va faire comme face à Lewis. Il va, comme face à tous en fait. Petit à petit, il va prendre confiance et il va commencer à encore plus se relâcher, encore plus développer sa boxe et à créer plus de dégâts. Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Après de là à finir à Ngannou, c'est une autre histoire. On l'a dit tout à l'heure, les 3 défaites, c'est 3 décisions. Donc de là à le finir, c'est une autre histoire. Mais c'est possible, hein. En France, c'était il y a C'est très possible. très très longtemps, hein. Zouman Cissé, il avait battu Ngannou, tu vois, 100% fight. Ouais, mais à la C'est décision. à la décision. Non, non, mais c'est possible d'aller au bout d'Ngannou, tu vois. Miocic a été Ah, au bout bien sûr. d'Ngannou. Tu vois, après, tu laisses des plumes. Mais voilà, quoi. Après, je veux voir la tête de Gane à la fin du combat, quand même. Donc, s'il reste beau Ouais. gosse comme sur les autres combats, je dis respect. Personne ne le battra. Non, vraiment, hein. Franchement, s'il reste sans une trace vraiment forte sur le. Parce que, bon, un petit accrochage, ça peut arriver, mais qu'il finit le combat et qu'il ait rien, il est serein, je lui dis, voilà, ce mec-là est intouchable. Ouais. Pronostic? Non, on n'a pas fait le game plan de Francis. Bah si, je l'ai fait tout à l'heure. Ah J'ai bon? commencé par lui. Et si, t'en as même parlé. Ah bon? Oula, et c'est moi qui suis pas là. Oh là! Ok, autant pour moi. Pronostic. Vas-y, Euh, commence. Écoute, moi je suis revenu à nos premières amours, j'ai fait un pourcentage. C'est très compliqué de donner un pronostic. Non mais c'est très compliqué de donner un pronostic sur ce combat. Et n'importe qui le dira de toute façon.
Mais Même parce que si... t'es suisse, toi, tu veux pas prendre parti. Non, si, parce que les pronos, si, parce que le pourcentage, il y a toujours... Sinon, j'aurais dit, c'est 50-50. C'est 50-50 une fois. Donc, non. Non, les Suisses, c'est pas ça. C'est 50-50 ou C'est bien... belge, ça. Non, c'est ou bien... Les Suisses, c'est ou bien... C'est 50-50 ou bien... Ici, Lausanne. Ici aussi. Ça me rappelle une vieille blague. J'ai perdu la moitié de l'auditoire. Donc, mon pronostic. Pour moi, je mets un KO de Gane à 75% entre le 3e et le 4e round. Sinon, je vois 25 à 25%. Tu vois, je calcule bien mes pourcentages. KO d'Ngannou, premier ou deuxième round. Mais pas plus. Moi, je pense que passer le deuxième round, ça y est, tu rentres dans le monde de Gane et c'est fini. Mais je ne dis pas que ça peut pas aller à la fin, hein, mais je pense vraiment qu'il va essayer de finaliser le combat. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Après, moi, mon prono, eh ben, on va pas être d'accord. Parce que je vois Ngannou par KO. Je sais pas pourquoi. Mais je sens qu'il peut, sur une explosion, il peut le toucher. J'arrive facilement à le voir le toucher. Ouais. Et que ce soit sur un uppercut, justement sur une entrée au contact de Cyril, ou sur un crochet, ou même un direct, peu importe en fait. Mais ouais, si je dois visualiser ce que j'ai en tête, c'est vraiment un uppercut. Ah ouais, non, mais moi aussi, hein, tu sais. En fait, le truc, c'est que Tu sais, des fois, c'est l'inconscient collectif. Cyril, Ouais. Cyril, quand il rentre au contact, il a quand même cette demi-seconde où il reste plus ou moins exposé à l'uppercut, où il va monter les mains très haut, il va avoir quelques mouvements de tête, et il va chercher à coller. J'arrive à voir un uppercut passer à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, c'est un flash que j'ai. Ouais, tu vois, alors c'est marrant parce que moi aussi, j'ai ce flash-là, même si je veux pas, en fait, je veux pas me laisser tomber dans ce flash. Parce que forcément, tu sais, quand t'as un mec comme Ngannou et que tu vois la violence qu'il développe, forcément, tu te dis, mais bien sûr qu'il va le mettre KO. Tu vois. Moi aussi, c'est la première chose que je me dis, bien sûr qu'il va le mettre KO. Moi, je le verrais pas sur un uppercut comme ça, je le verrais plus sur un moment, justement, où Gane va reprendre de la distance. Tu vois. Je le vois plus sur un moment de prise de distance où là, boum, t'as un crochet qui arrive. Un énorme crochet qui Moi, je pense pas. va le toucher. Je pense pas parce que, justement, quand il sort, il va prendre... En fait, Ngannou est très puissant, mais tous ses coups ne mettent pas KO, tu vois. On l'a vu, Stipe, il prend des coups, il tombe pas forcément. Je pense que Gane a un bon menton. Quand il sort, il va le prendre en bout de course. Alors, il peut prendre un knockdown, mais je le vois pas se faire éteindre. Tu vois. Non, mais c'est le début de la fin, tu vois ce que je veux dire. Quand je dis KO, c'est Ok, le début de la d'accord. fin, tu vois. C'est sur ça, c'est-à-dire que tu sais très bien qu'après, il met jamais qu'un seul coup. De toute façon, il met jamais qu'un seul coup. C'est toujours, il y en a un qui touche, l'autre qui bombe. Tu vois, il y a jamais. C'est un punch, c'est un puncher, mais c'est rarement une frappe, bam, tu vois, électrisante. C'est toujours sur, tu vois, par exemple, Miocic, le 2, tu vois, il y a cette première, ce jab qui fait passer en jambe arrière, qui commence déjà à sonner Miocic. Ensuite, il y a un échange et après, dans la fougue du truc, tu vois, tu as le crochet qui vient. Il y a le dernier crochet, ouais, mais ce il dernier, en a pris deux puissantes avant. C'est ça, et ce crochet, il ne fait un KO qu'à la condition qu'effectivement, Il y a le jab avant. le jab, mais non, mais surtout aussi que Miocic avance. C'est l'avancée de Miocic plus le crochet qui fait que. Mais par contre, quand on est sur une phase où les deux sont statiques, tu vois, c'est rarement un seul coup qui met KO. En général, tu as un premier et un deuxième, tu vois. T'as le premier qui fait tilter un peu le cerveau, genre putain il fait mal, et le deuxième, en fait, le temps que tu dises putain il fait mal, ça y est, t'es mort. Tu vois, il t'a assassiné. Voilà. Je dors. C'est exactement ça. Donc ouais, ça peut être ça. Ça peut être, tu sais, sur juste un moment où ça recule un peu. Tu sais, un moment où il y a plutôt une collision. Collision, sortie de collision, boum, tu vois. C'est plutôt ça que je vois, tu vois. C'est sur une collision que je vois, mais moi plus sur le moment de la collision, tu vois. Toi, tu le vois sur la sortie, moi je le vois sur le moment de la collision. Ouais. Bah écoute, on va voir, hein. De toute façon, on va être très très vite fixé. Donc toi tu vois KO, toi c'est 100% KO. KO Ngannou. KO Ngannou. Ouais, non, c'est pas 100%, je te dis c'est mitigé, mais si je dois dire quelqu'un, je mets Ngannou. Ok, bah écoute. Si je dois parier sur quelqu'un, je mets Ngannou. Écoute, je vais mettre Gane, tu vas mettre Ngannou, et puis comme ça, comme d'habitude, on aura toujours raison. Exactement. C'est notre stratégie. C'est notre stratégie. Mais on vient de la dévoiler à tout le monde aussi, putain, on est nuls.
On est pas bon, hein. On va prendre des cours avec Lopez pour la stratégie. Qu'est-ce que je voulais dire si on a fini sur ce combat vite fait, parce qu'on est déjà à 1h54 de podcast, mais ce combat méritait qu'on prenne le temps. Autre combat qu'il ne va pas falloir rater, c'est Moreno-Figueiredo 3. J'ai rien préparé. Non, mais on n'a rien préparé parce qu'on savait que ça allait durer longtemps et qu'on ne veut pas faire des podcasts fleuves non plus qui durent 5 heures. Mais bon. Alors, pour la petite histoire, le premier détenteur de la ceinture, c'était Figueiredo, qui l'a défendu avec une décision face à Moreno sur un combat extraordinaire sur leur premier combat. Deuxième combat, Moreno revient, il étrangle Figueiredo au 3e round, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Troisième round. Troisième. En fait, dans le deuxième, il attaque déjà le dos et c'est bien défendu par Figueiredo. Et dans le troisième, il vient et il soumet Figueiredo dans le dos. Donc ça veut dire que déjà, il a trouvé une faille chez Figueiredo pour atteindre son dos facilement, enfin régulièrement. Franchement, ces deux combattants extraordinaires, super techniques, super forts. Ils ont de la boxe, ils ont de la lutte, ils ont du sol. Et franchement, c'est propre à ces petites KT. Hein. Les propre, petites KT voilà. Comme ça, t'es obligé d'être vraiment bon partout. Exactement. Longtemps, ça a été pensé comme le meilleur combat de l'année. D'ailleurs, je me demande si sur leur premier combat, ça n'a pas été le meilleur combat de l'année. Si, leur premier combat, c'est le combat de l'année. Mais le deuxième, ça aurait pu l'être aussi. Donc vraiment, parce qu'il y a vraiment de tout. Si vous aimez le MMA dans sa globalité, il faut regarder ces combats-là. En plus, c'est deux combattants qui se respectent. Donc, il n'y a pas d'animosité. Il y a une bonne ambiance entre les deux. C'est deux combattants qui viennent de loin. Tu vois, il y en a un qui travaillait dans les restos, Figueiredo, et l'autre qui a été viré de l'UFC, qui est revenu à l'UFC, qui a toujours, c'est un gros geek, tu le vois dans la vie de tous les jours, il ressemble à rien. C'est un petit jeune. En plus, Moreno, en fait, quand il a affronté Figueiredo sur le premier combat, c'était vraiment un prospect, tu vois. Ouais. Donc, il perd à la décision, et à la revanche, il gagne. Franchement, c'est magnifique pour lui. Mais oui, c'est une belle histoire et ça va être un beau combat. Donc effectivement, il faut regarder Gane Ngannou, mais il faut aussi regarder Figueiredo Moreno 3. Et voilà, on saura qui gagnera la belle et qui conservera la ceinture. En tout cas, si je dois dire quelqu'un, moi je vois Moreno quand même. Je vois Moreno parce que je pense qu'il a trouvé la solution en fait. C'est ça. Il a vraiment fait les adaptations au deuxième combat qui lui ont permis de gagner plus ou moins facilement, là, puisqu'il a réussi à finaliser. Et je vois pas ce que Figueiredo peut apporter de plus en fait en termes de danger sur le troisième combat. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je vois Moreno. Je pense qu'il a trouvé la faille. Trouvé la faille et effectivement, combler cette faille, ça va être compliqué pour Figueiredo. Donc ouais, je le vois aussi. Et je serais tenté de dire une nouvelle fois par soumission. Alors sur la forme, je sais pas parce que ça peut très bien, même le finaliser debout. Hein. Peut le mettre KO parce qu'il a une bonne boxe Moreno. Ouais, c'est les Mexicains, hein. Ils ont une bonne école de boxe les Mexicains. Franchement, c'est propre. J'aime beaucoup. Mais ça peut même aller à la décision, hein, parce que Figueiredo, il est solide aussi. Il peut ne plus se faire soumettre, tu vois. Mais je vois Moreno en tout cas au-dessus. Ouais, mais il lui a pris 2 fois le dos en 2 rounds. 2 fois le dos en 2 rounds, tu vois, c'est pas rien. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas un coup de chance, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment ciblé, c'était fait à dessein. Donc là, pour le coup, ouais, je pense qu'il peut encore une fois le soumettre. Bon. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous êtes encore avec nous. Si vous êtes encore avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Voilà. À commenter. Voilà. Dites-nous, votre pronostic pour ce combat. Vraiment. Partagez sur les réseaux. Vraiment, faites découvrir notre podcast. N'hésitez pas. Donc voilà. Et puis voilà, on commence l'année avec un super combat. Donc voilà, j'ai hâte de faire le petit post après et de pouvoir décortiquer cet affrontement. En tout cas, je tiens plus en place là. Il me tarde d'être à cet événement-là. J'espère qu'il n'y aura pas de couac, il n'y aura pas de blessure. J'espère qu'il n'y aura pas de Covid. Vraiment, voilà. Espérons, on va prier tout le monde pour que ça se passe bien. En fait, là c'est surtout ça. Là. J'espère qu'il n'y aura pas de Covid. Parce que là, j'ai vu Gane, il est déjà arrivé aux États-Unis. Je pense que là, ils sont en fin de prépa, tu vois, donc il n'y a plus forcément de raison de se blesser, à part un malheureux accident. Ouais. Il n'y a plus trop de risque de blessure. Là, le problème, ça serait le Covid, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont pris leurs précautions, mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Bon, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Ciao!